Bon, bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Je voudrais d'abord commencer par remercier PSE d'accueillir cette conférence ce soir, conférence autour du numéro de la revue d'économie financière numéro 154, consacrée à finance et sport. Merci également à Vladimir Andreev et Luc Arondel qui ont été les pilotes de ce numéro, numéro qui n'aurait pas vu le jour, ou en tous les cas n'aurait pas eu la qualité des articles tels qu'ils sont, ils n'avaient pas été les pilotes de ce numéro-là. Merci également aux participants de la table ronde qui va avoir lieu et à Pierre Rondeau qui a accepté d'animer cette table ronde. Alors, le numéro de la REF 154 n'est pas encore diffusé, mais il va l'être dans quelques jours, simplement. D'ici 3-4 jours, je pense, et il sera diffusé. J'espère que la discussion de ce soir, va vous donner, et la table ronde va vous donner envie, justement, de lire tous les articles de ce numéro-là. Articles qui sont d'une très grande actualité au moment où la France s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, et puis articles qui sont vraiment qui vont vraiment en profondeur dans la thématique, parce que c'est centré sur finance et sport. Et ce qui m'a beaucoup frappé, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces contributions-là, c'est le fait que tous les articles, quel que soit le sport, et il y en a plusieurs, nombreux sports, quel que soit le sport qui est analysé, étudié, quelle que soit l'organisation qui est adoptée, on voit, ça pointe vers la financiarisation, justement, de ces sports-là. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir vers où ça va et pourquoi. Donc, avec l'essor des cryptoactifs dans le sport en général, et plus particulièrement dans le football professionnel, avec les organisations, avec la multipropriété des clubs, et puis toute l'organisation, on voit bien que les liens entre sport et finance sont extrêmement étroits, et ça a des conséquences qui dépassent juste, les enjeux dépassent juste l'amour du sport, la passion pour le sport, ou bien la compétition sportive, ou même les questions qui relèvent de l'éthique dans le sport. Voilà. Donc j'espère que le débat de ce soir va vous donner envie de lire les contributions, et pas seulement de ce numéro-là. Je vous invite à vous abonner justement à la revue d'économie financière, quels que soient les thèmes, c'est toujours très intéressant. Tous nos collègues, les enseignants-chercheurs, la plupart, les étudiants, mais également les journalistes et d'autres débatteurs sont d'accord pour apprécier la qualité de la revue d'économie financière et des contributions dans leur diversité, justement. Alors, je vous invite à vous y abonner. Merci beaucoup. Oui, je vais continuer à dire du bien de la revue d'économie financière pour dire qu'on a depuis qu'on s'est créé, on a une capacité d'anticipation dont aujourd'hui vous allez être les témoins. On a fait le premier numéro sur la finance chinoise il y a une dizaine d'années, à l'époque où ça n'intéressait pas grand monde. On a été la première revue à faire un numéro spécial sur la finance de la Russie, de l'Ukraine et de la région. Et là, on a fait encore plus fort puisque l'Euro de foot s'est calé sur notre conférence de ce soir pour démarrer. Donc ça prouve que non seulement on anticipe, mais en plus on force les événements sportifs. Merci aux deux pilotes, on les aime, ils sont évidemment super. Là où je voudrais leur rendre un hommage particulier, c'est d'avoir fait en sorte que dans les articles, il y ait une perspective historique qui est une spécificité de la revue d'économie financière, parce qu'on a une rubrique
histoire économique, mais des numéros qui ont un peu de dimension historique dans certains papiers, c'est quand même très intéressant et ça rend intelligent. Dernière chose, on est dans l'amphithéâtre Daniel Cohen, on peut avoir une pensée pour lui, mais on peut avoir aussi une pensée pour Philippe Lénard, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a eu la chance, Esther et moi, d'être à Paris 8 avec lui. Voilà, il est décédé il y a quelques semaines. On pense évidemment bien à lui. Voilà, là j'ai bien plombé l'atmosphère et donc on va pouvoir passer au débat. Toi qui démarre. Trop bien. Sinon, tu prends une vacance aussi, c'est la mission. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette table ronde. Il me semble que j'ai Rotillon après. Ok, on va laisser le... On va commencer dans l'ordre, on fait bien les choses ici. Dans un premier temps, je vais laisser Monsieur Vladimir Andreev et Lucas Rondel présenter directement la revue. Chacun d'eux va présenter partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 pour bien rentrer dans le détail et exposer le sommaire de la revue. Et ensuite, on pourra commencer la table ronde avec les autres participants. Merci. Bonjour à tous. Alors, en effet, nous sommes répartis le travail avec Luc depuis le début, et donc ça sera jusqu'à la fin. Alors, depuis le début, ça veut dire que pour faire ce numéro 154 de la revue d'économie financière, on a réussi à rassembler 16 articles qui sont signés par 23 auteurs. Il y a des articles co-signés. Et on l'a divisé finalement en 4 parties. Alors, il y a quelques auteurs dans la salle, mais pas beaucoup. Mais je remercie tous les auteurs pour 3 choses. D'abord, d'avoir fourni leur article. Deuxièmement, de l'avoir fourni dans les délais. Sur la fin, ça servait un peu pour quelques-uns. Je ne vise personne. Et surtout, d'avoir respecté les contraintes de taille qu'on leur a imposées, en fait, pour arriver à en rentrer 16 dans le mur. Alors, moi, je vais me consacrer à présenter la partie 1 et 2 et peut-être 1 ou 2 articles de la partie 4. Luc, qui est plus spécialisé sur le foot, présentera la partie 3 qui est consacrée au foot, peut-être 1 ou 2 papiers de la partie 4. Voilà, alors la première partie s'intitule « Financiarisation du sport ». Il y a 3 papiers. Le premier, j'en suis l'auteur. Son titre, c'est Le sport aux enchères, la malédiction du vainqueur. Alors, pour les économistes, je le redis en anglais, The Winner's Curse, qui est un théorème connu de la théorie des enchères. Voilà. Alors, l'idée est la suivante, c'est que bien souvent, le sport se trouve en situation de monopole et cherche à exploiter, enfin, les organisations sportives sont en situation de monopole, cherchent à exploiter cette situation pour maximiser le financement qu'ils obtiennent de l'économie. Et le meilleur moyen de maximiser ce financement, c'est de mettre ce qu'elle propose aux enchères. Exemple, le Comité international olympique, tous les 4 ans, met aux enchères la possibilité d'organiser les Jeux olympiques. Plusieurs villes sont candidates et elles surenchérissent les unes sur les autres. Si vous avez des questions sur les procédés de surenchère, j'y répondrai par la suite. Mais à ce moment-là intervient un théorème dû à Richard Thaler, qui est un prix Nobel d'économie. Richard Thaler a démontré que lorsque l'objet qui est mis aux enchères est une valeur commune à tous les participants, et en plus c'est une valeur incertaine, le prix qui est payé par celui qui finit l'enchère, qui finit par l'emporter, est toujours beaucoup plus élevé que la valeur de l'objet qu'il acquiert. Et donc, il est en faillite, il est cursed, comme on dit en anglais, the winner's curse. Voilà, alors ça s'applique à l'attribution des JO, mais dans mon papier, je montre aussi, ou je rappelle que ça marche aussi pour les franchises américaines, des sports professionnels nord-américains, qui mettent en concurrence les villes pour se localiser, pour se faire construire un stade, là où elles ont envie, etc. Que ce théorème de la winner's curse marche aussi
pour la vente des droits de télévision. Par exemple, la LFP, la Ligue française de football, met en concurrence les chaînes de télévision. Voilà, on essaie d'optimiser les revenus qu'elle va en tirer. Ça marche aussi lorsque des clubs cherchent à acquérir une superstar, c'est-à-dire Mbappé, par exemple, un autre, voilà, ils surenchérissent les uns sur les autres, ils le payent finalement beaucoup trop cher. Alors, le deuxième papier de cette... alors, c'est un papier qui n'est pas très original parce que l'utilisation de la thèse du winner's curse en économie du sport date de 2012. Alors, je crois que le premier papier que j'ai fait là-dessus. Par contre, le papier suivant est beaucoup plus original. Il est dû à Mathieu Liorca de l'Université de Bourgogne et il porte en effet sur l'utilisation des crypto-monnaies. Alors, je crois qu'il faut plutôt dire des crypto-actifs dans le sport, en NBA, c'est-à-dire dans le basket nord-américain, en Formule 1, en football bien entendu, et ceci en utilisant des différents supports, des plateformes digitales d'échange de cryptoactifs, des jetons fongibles ou non fongibles, le paiement des salaires ou des bonus, au moins en partie en crypto aux joueurs, etc. Donc, ce n'est pas un article théorique, mais on découvre beaucoup de dimensions de l'utilisation des cryptos dans le sport. Le troisième papier de cette partie est dû à Jérémy Bastien et Jean-François Brocard. Ils partent de l'évidence que dans beaucoup de clubs sportifs, notamment le football, l'essentiel de l'actif, de la valeur de l'actif, c'est la valeur des contrats des joueurs. Et donc, c'est un peu friable, parce que si un joueur n'est pas en forme, d'un seul coup, la valeur de l'actif du club diminue. Mais il y a un autre aspect, c'est que, étant des actifs, ils sont vendables ou négociables sur un marché. Et donc, les joueurs sont négociés, si je puis dire, un peu comme des actifs financiers, notamment dans une opération qui s'appelle Third Party Ownership. C'est-à-dire, c'est négocié par des gens qui ne sont pas dans le sport, en quelque sorte, ou Third Party Investment, qui est la vision plus moderne du Third Party Ownership. Donc, la deuxième partie s'intitule L'Olympisme, l'argent et le bonheur. D'accord, ça peut marcher ensemble, c'est curieux, mais c'est un peu. Alors, il y a un premier article de Holger Preuss, c'est un ami allemand, qui est reconnu comme le meilleur économiste du sport sur les Jeux Olympiques. Il a fait sa thèse là-dessus, et depuis, il est devenu une vedette dans ce domaine. Alors, son papier porte sur les finances du Comité international olympique, que le Comité international olympique retire pour l'essentiel de l'organisation des JO, mais qu'il redistribue presque à 90% à l'ensemble du mouvement sportif, c'est-à-dire les fédérations internationales du sport, etc. Et donc, le CIO, de cette façon, finance le sport mondial. Alors, pour donner un ordre de grandeur, selon un rapport financier quadriennal sur la période 2017-2021, ça représentait 11 milliards de dollars. C'est une somme significative. Voilà. Le deuxième papier dans cette rubrique-là est dû à deux amis américains, Robert Bailey et Victor Mattison, alors, qui s'intéressent à quelque chose qui intéresse beaucoup Paris 2024 en ce moment, qui consiste en les retombées économiques des Jeux Olympiques. Alors, eux, comme tous les Américains, pensent qu'il n'y a pas beaucoup de retombées. Et ils le prouvent. Voilà. Et ils le prouvent. C'est-à-dire, ils montrent sur un échantillon de jeux passés que les jeux ne sont pas rentables, qu'ils ne provoquent pas tellement de croissance économique, qu'ils n'apportent pas autant d'emplois qu'on suppose, et que, peu à peu, ça conduit à dissuader les villes aujourd'hui à être candidates à accueillir les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Brisbane 2032 a été le seul candidat pour 2032, Nice 2030 est le seul candidat pour 2030, et voilà. Et quand il n'y en aura plus aucun, le CEO aura un problème. Voilà. Je vous l'annonce, en plus des problèmes climatiques et autres. Mais les JO peuvent apporter du bonheur. C'est ce que Dimitri Navridis et Claudia Sénic, qui sont co-auteurs d'un papier, mais en fait c'est un papier à l'origine qui date de 2012, qui a été fait par une équipe d'une dizaine de chercheurs, la moitié de London School of Economics et l'autre moitié de ces chercheurs, comme Claudia et Dimitri, de Paris School of Economics. Non, école d'économie de Paris, peut-être vaut mieux, d'accord. Voilà, donc ce groupe de chercheurs ont fait une enquête au moment des Jeux de Londres 2012
auprès de Londoniens, d'un échantillon de Londoniens, d'un échantillon comparable de Parisiens et d'un échantillon comparable de Berlinois. Ils se sont aperçus que pendant 2 mois, les Londoniens étaient beaucoup plus heureux. Ils ont un sentiment de feel good, de happiness, etc., bien plus grand que les Berlinois ou les Parisiens qui n'avaient pas les jeux chez eux. Mais quand Claudia m'a présenté son papier bien avant la publication, je lui ai dit, mais attendez, est-ce que ça dure longtemps cet effet? Et elle m'a répondu, oui, jusqu'en septembre 2012. Alors, je lui ai dit, Londres a payé 10 milliards pour 3 mois de bonheur. Alors, ça, c'est ma vision pessimiste des choses. Mais, alors, l'intérêt du papier, c'est aussi que les auteurs ont cherché à monétiser, de traduire en livre sterling, cet effet bénéfique de bonheur. Sur la partie 4, on s'est divisé le travail plus ou moins. Alors, je ne sais pas si Marc Lavoie, on ne l'aura pas en. Si, alors, donc Marc Lavoie présentera son papier sur le hockey, sur place, enfin, sur l'écran surtout. Mais moi, je vais en présenter 2. Alors, c'est la dernière partie, la 4e partie, c'est sur les finances d'autres sports que le football ou que l'olympisme. Donc, il y a un papier de Dan Van Riet, il y a un collègue flamand, belge, qui s'intéresse au financement des équipes professionnelles de cyclisme sur route, qui montre que ces finances ont énormément augmenté au cours des 20 dernières années et que bon, le gros problème, le gros point du budget, ce sont les salaires des coureurs, il faut s'y attendre, mais aussi la logistique qui est plus importante dans ce sport que dans d'autres. Et par contre, les sources de revenus importantes sont le sponsoring, ça c'est pas original, et aussi les prix affectés aux vainqueurs du Tour de France, etc. Et puis, le dernier papier de la revue s'intéresse au tennis. Il est signé Éric Barget et Philippe Autier. Alors, le tennis se finance principalement grâce aux grands tournois, les tournois du Grand Chelem notamment. L'essentiel de la finance vient de par là. Ça permet de financer la Fédération internationale. Ça finance aussi la Fédération française de tennis. Et il y a des retombées sur les comités départementaux, régionaux, etc. En revanche, les clubs restent assez pauvres, ont des finances fragiles. Voilà, donc c'est un des problèmes particuliers au tennis. Et le modèle économique repose surtout sur les relations publiques, le sponsoring et les partenariats. Je vais m'arrêter là parce que sinon je passe là du temps. Luc va compléter sur la partie 3. Merci de nous avoir permis un petit peu de construire ce numéro. Merci à Pierre aussi d'allumer la table ronde. Et donc, j'avais plus précisément donc, de la partie football et puis d'un article qui finalement fait écho un petit peu à ce qui se passe dans le football, puisqu'il s'agit de l'article sur la Super League qui a concerné le golf. Alors pourquoi isoler un petit peu le football? C'est vrai que quand on parle de finance et sport, le football il a une place un peu particulière. C'est quand même le football, l'économie du football, c'est quand même celle qui a été la plus prospère ces 30 dernières années. Hein. On a souvent connu des croissances à 2 chiffres. Hein. Je vous rappelle quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est le foot européen, le foot professionnel européen, c'est 25 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des 5 plus gros championnats, c'est 17 milliards d'euros. Donc vraiment, on est vraiment dans un monde un petit peu à part de l'économie du sport. On a appelé un petit peu, avec mon co-auteur Richard Deletoile, les 30 glorieuses du sport, c'est-à-dire que celles qui commencent dans les années 90, avec l'arrêt Bosman, avec la Ligue des Champions, avec la réforme de la Ligue des Champions, avec la création de la Première Ligue, jusqu'à aujourd'hui où on voit le football qui connaît de grands bouleversements, enfin de nombreux bouleversements. Il y a une augmentation, c'est vrai qu'il y a une augmentation des inégalités entre championnats, donc, entre clubs. Il y a l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment des fonds souverains. Il y a l'intérêt des fonds d'investissement qui commencent à pointer leur nez. L'arrivée de nouveaux diffuseurs, une façon différente de consommer le football, etc. C'est un petit peu autour de toutes ces problématiques que se sont articulés les articles qui concernent, dans ce numéro, qui concernent le football. Alors, on a commencé par un article d'histoire, mais je pense que t'en diras plus tout à l'heure. Bon, le football,
le football business, hein, comme on l'appelle. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le football is big business, c'est une très très vieille phrase, puisqu'elle a été prononcée la première fois donc, au début du XXe siècle par le fondateur de la Football League, hein, c'est William McGregor, tu me corrigeras si je fais une erreur. Donc déjà, voilà, il y a toujours été on a toujours il y a toujours des questions de business dans le football. Je vous rappelle que finalement, le premier transfert hein, d'un joueur, c'est en 1814. Enfin, celui que j'ai retrouvé, c'est en 1893. Hein, il y avait des Écossais qui s'appelaient Willie Grove, qui a été transféré de West Bromwich Albion à Aston Villa pour une somme de 100 livres à l'époque, ce qui représente à peu près 10 000 livres aujourd'hui. Vous voyez, donc tout ça n'est pas nouveau. Donc, finalement, Paul, il déconstruit un petit peu ce mythe hein, qu'il aurait existé un âge d'or où le football serait dégagé complètement de sa logique financière. Alors ensuite, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue historique, c'est qu'on voit que le statut juridique des clubs de foot, il se rapproche de plus en plus d'une entreprise classique. Alors, en Angleterre, ça a toujours été le cas, ça a toujours été des sociétés par action. Ça n'a pas toujours été le cas dans les autres pays, mais de manière... Aujourd'hui, c'est à peu près généralisé dans tous les pays d'Europe, sauf en Allemagne, où là, il y a une structure particulière qu'on appelle le 50+1, avec une structure de propriété qui est quand même très, très spécifique. Alors, Bastien Dru, hein, dans ce numéro, s'intéresse aux motivations des propriétaires de clubs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je parlais des Trente Glorieuses du football, ce qu'il faut savoir, c'est que le football, en général, il dégage pas de profit. On ne fait pas de profit au football. Il dépense de l'argent, on en gagne très très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de... Si vous voulez gagner des titres, il faut embaucher des bons joueurs, il faut bien les payer. En général, tous les revenus des clubs de foot sont destinés donc à payer les footballeurs. Donc, si on veut expliquer, si on se réfère à la théorie économique, hein, la recherche de profit, ça va être assez difficile à expliquer. Il va être difficile d'expliquer la motivation des propriétaires par une logique purement économique hein, de recherche de profit. Donc, il faut aller au-delà. Donc, pourquoi les milliardaires, par exemple, sont intéressés à partir des années 90, 80-90? Pourquoi ils se sont intéressés au football? C'est sans doute pour des logiques extra-économiques. Hein. Donc, on peut même faire référence à la philanthropie, au mécénat. On peut on parle de sugar daddy. Ça peut être aussi d'autres motifs qui sont liés au foot, mais qui sont pas expliqués par une logique purement économique. Alors aujourd'hui, on va apparaître d'autres types d'acteurs, mais c'est des fonds d'investissement, je le disais tout à l'heure, des fonds de placement, et puis des propriétaires américains. Et donc là, avec aussi les propriétaires américains qui sont quand même dans un système, dans une économie du football qui est complètement différente. Hein. Si vous regardez comment fonctionnent les ligues américaines, on se rapproche plus d'une économie soviétique que d'une économie capitaliste, entre guillemets. Et donc, c'est un peu paradoxal. D'ailleurs, on est un peu à prendre renversé, puisqu'on a une Europe libérale et les États-Unis, un système fortement régulé. Et donc voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi effectivement des acteurs plutôt anglo-saxons s'intéressent au foot aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas en train de changer d'époque et est-ce que effectivement cette logique de rentabilité, etc., n'est pas en train de prendre le pas sur ces anciennes logiques de non pécuniaires. Alors, il y a aussi la conséquence de tout ça, la conséquence de ces nouveaux acteurs qui arrivent dans l'économie du football, c'est le développement de la multipropriété. Donc, j'en parlerai tout à l'heure de manière un peu plus développée. Alors, deux articles dans cette partie qui concerne le football, ça concerne le fair play financier. Alors, il y a un premier article de Nicolas Sepp, qui est à l'université de Manchester, qui se pose la question de savoir si, par exemple, si le fair play financier avait existé dans les années 50-60, quand le Real Madrid avait gagné ses premières Ligues des Champions, enfin, Coupe des Champions, les Coupe des vainqueurs, Coupe des clubs champions à l'époque. Est-ce que, effectivement, s'il y avait eu le fair play financier à l'époque, est-ce que les retombées économiques que ça a pu avoir aujourd'hui, est-ce que ça lui aurait permis de gagner des nouveaux titres? Donc, c'est une sorte de ce qu'on appelle en économie une sorte de contrefactuel. C'est-à-dire que est-ce que si le fair play financier avait existé dans ces années-là, est-ce que le Real Madrid aurait gagné autant de Ligue des Champions aujourd'hui?
la réponse qu'il donne, c'est plutôt négative. C'est-à-dire que même si il y avait eu le fair play financier à l'époque, le Real Madrid aurait gagné des titres. Alors, il y a un autre papier qui concerne le fair play financier, mais là, c'est plutôt sur l'aspect juridique. C'est de comparer effectivement le fair play financier européen et le fair play financier, enfin, entre guillemets, les bonnes règles de gestion d'un club de foot par la DNCG. Donc, si vous regardez. Explicite, DNCG. Oui, oui. Dis ce que c'est. Alors, DNCG, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire. Hein? Direction nationale de contrôle de gestion. De la Ligue du football. Ouais. Là, on dit toujours DNCG, mais donc, c'est une instance de contrôle financier du football français, quoi. Et donc, les règles de contrôle de cette instance, hein, c'est plutôt basé sur un principe de solvabilité. Contrairement, effectivement, au fair play financier première mouture, qui était plutôt un critère de rentabilité. C'est un peu la différence. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que la DNCG s'assure que les clubs soient solvables, donc ça repose beaucoup sur les ressources des propriétaires, enfin des ressources du club, mais aussi des ressources des propriétaires, alors que le critère de rentabilité, c'est effectivement, la règle de base, c'est qu'on ne dépense pas plus qu'on ne gagne, d'une certaine manière, avec une petite tolérance sur les 3 années, on tolère un certain déficit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fair play financier actuel européen est en train de changer. C'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus des critères de la DNCG, c'est-à-dire que le critère de rentabilité est remplacé par un critère de solvabilité. C'est-à-dire qu'on va surveiller plus le fait que ce soit, il y a une tolérance beaucoup plus sur les déficits que ce qui est le cas actuellement. Et la deuxième mesure qui a été prise dans le nouveau fair play financier, c'est une sorte. Alors, on parle beaucoup de salary cap, mais ça n'a rien à voir avec le salary cap américain. C'est simplement une bonne règle de gestion, puisque ça impose simplement, alors, dans un avenir proche, hein, que les clubs ne dépensent pas plus de 70% de leurs revenus, en masse salariale, quoi. Donc, voilà, on passe d'un critère de rentabilité à un critère de solvabilité. Il y a une sorte d'uniformisation des règles au niveau européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi une sorte de fair play financier en Angleterre. Ça s'appelle le PSR. Et donc, qui est aussi basé sur plutôt un critère de rentabilité. Enfin, je n'ai pas trop le temps de le développer. Alors, ça fait l'objet d'un article de Nadine Dermit et d'Aurélien François. Alors ensuite, il y a un article donc, qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le football professionnel en France, c'est-à-dire est-ce que il ne serait pas inintéressant d'envisager une troisième ligue professionnelle, c'est-à-dire qu'on professionnaliserait la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est le cas actuellement, mais aussi le niveau national. Donc on aurait trois ligues professionnelles. C'est un article de Jean-Pascal Aguian et Fabrice Roland qui réfléchit un petit peu sur cette question. C'est vrai qu'en Angleterre, hein, il y a 5 divisions qui sont professionnelles. 5, c'est 4 ou 5 non, 5. Ouais, c'est 4 ou 5. Enfin bon, ouais, c'est presque 5, je crois. Bon, enfin, et donc, ça existe à l'étranger. Donc, pourquoi réfléchir à ça? C'est parce que si vous regardez, si vous vous intéressez donc, aux faillites des clubs de foot, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clubs qui se déclarent en faillite, c'est surtout dû à une promotion passée, c'est surtout à une relégation. Et donc, au bout d'un moment, si vous êtes relégué en Ligue 2, donc vous êtes toujours professionnel, mais si vous êtes relégué de Ligue 2 en National, vous ne pouvez garder votre statut professionnel que 2 ans. Donc, quelque part, il y a vraiment cette question et ça pose des problèmes de viabilité économique des clubs de foot. Et donc, on peut réfléchir à un système qui soit beaucoup plus pyramidal, mais qui permette aux clubs aux clubs relégués en National de garder leur statut professionnel. Donc ça, c'est l'article, comme je le disais tout à l'heure, de Gaillan et de Fabrice Roland. Alors, il y a un dernier article, non, ça concerne le football. Alors, le dernier article qui concerne, alors ça ne concerne pas tout à fait le foot, ça concerne donc comme je disais, le golf. Alors, la question qui est intéressante, c'est qu'il y a une sorte de Super League qui a été créée. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que dans le football, on a beaucoup réfléchi sur la création d'une Super League, etc. Ça a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de contestations, notamment de la part des supporters, qui, pour l'instant, ont permis
d'échapper à cette Super League, mais il y a aussi toute une réflexion juridique sur cette Super League, sur le monopole d'organisation des compétitions de l'UEFA, etc., etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le golf, ben, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une création d'une ligue privée, d'une ligue fermée en 2022. Donc il y avait deux compétitions. Une ligue fermée qui s'appelait le LIV, et puis une compétition traditionnelle basée sur système ouvert, qui s'appelle le PGA Tour. Donc donc cette ligue fermée a été créée en 2022. En 2023, les deux ligues ont son article, s'il est connecté, s'il est présent. Oui, il est là. Il est là. Eh bien, formidable. Monsieur Lavoie, si vous nous entendez, nous serions très heureux d'écouter l'exposé de votre article sur donc, le blackout dans les ligues nord-américaines de hockey, les grèves, si je puis dire, dans ces ligues régulées, fermées de hockey sur glace en Amérique du Nord. Bon, alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cette table ronde. Je vous avais perdu pendant une vingtaine de secondes. Juste avant de commencer à parler de cet article, je voulais juste soulever deux choses en réaction à ce qu'a dit Vladimir Andreev concernant la malédiction du vainqueur. Oui, au Canada, effectivement, on a eu ça pour les droits de télévision, de retransmission de télévision, parce que comme les équipes canadiennes performent très bien, donc les droits de télévision au Canada ont été beaucoup plus élevés que le nombre de téléspectateurs, et donc en particulier la chaîne qui s'appelle TVA a perdu beaucoup d'argent. Vraiment, c'est assez catastrophique, en tout cas pour les 2 dernières années. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il existe maintenant une ligue professionnelle de hockey sur glace féminine. Donc, il y a 6 équipes. Elles ont commencé leurs opérations en janvier, donc ça a été relativement court puisque les hommes, eux, commencent en septembre, terminent en juin. Les dames ont déjà terminé. Et ça a été un succès. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient si ça allait vraiment fonctionner. Et de fait, oui, certaines parties se sont jouées dans les arénas qui sont pour ceux de la Ligue nationale de hockey. Et donc, l'aréna était plein, en particulier à Montréal. Il y a eu 17 000 spectateurs pour une des parties. Je crois que c'était Montréal contre Toronto. Il y avait 6 équipes, 3 équipes canadiennes, Ottawa, Toronto, Montréal, et 3 équipes américaines, New York, Boston et Minnesota. Bon, alors, pour en revenir à ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey chez nous, peut-être je peux commencer avec 1990, donc il y a 34 ans. Il y a eu un changement dans l'attitude du syndicat des joueurs.
Autrefois, on disait que le syndicat des joueurs était un syndicat très collaboratif, qui avait jamais de problème avec les propriétaires. Mais en 1990, le syndicat des joueurs a décidé de rendre public tous les salaires des joueurs. Et donc, la conséquence de ceci, ça a été une brusque augmentation des salaires des joueurs parce que chaque joueur pouvait se comparer à tous les autres. Et en 1992, au mois d'avril, donc juste avant les séries éliminatoires, où il y a 16 équipes de Ligue nationale qui se rencontrent pour arriver jusqu'à la finale, les joueurs ont décidé de se mettre en grève. Et donc ça a été le début de la fin des bonnes relations entre les joueurs et les propriétaires, parce que les propriétaires ont été obligés de faire des concessions extrêmement rapidement pour éviter que la saison soit terminée avant les séries éliminatoires, qui sont toujours la partie la plus lucrative du hockey sur glace professionnel. Et suite à ça, eh bien, les propriétaires, en septembre 92, ont décidé de faire un lockout. Donc, le lockout, c'est en quelque sorte les propriétaires qui se mettent en grève, qui empêchent les joueurs de jouer. Donc, ça s'est fait en septembre. Les joueurs n'y étaient absolument pas préparés. Donc, ils avaient zéro revenu. Ça a duré jusqu'au mois de janvier. Donc, il n'y a pas eu de hockey sur glace pendant 4 mois. Et à ce moment-là, bon, les propriétaires ont essayé déjà à ce moment-là d'imposer des plafonds à la masse salariale totale pour chaque équipe, ou bien, à défaut de ceci, ils voulaient imposer une taxe de luxe. Donc, une équipe qui dépensait trop, eh bien, cette équipe allait être pénalisée par la Ligue et l'argent, et donc un impôt allait être prélevé sur ces équipes qui dépensaient trop. Mais les joueurs ont complètement refusé ceci. Et donc, les seules choses que les propriétaires ont pu un peu modifier, c'était les règles de l'arbitrage salarial qui, d'après les propriétaires, contribuaient donc à cette hausse des salaires. À cette époque-là, les équipes s'en sortaient quand même relativement correctement. Sauf peut-être les équipes canadiennes à cause de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, parce que les joueurs sont toujours payés en dollars américains, mais les recettes des équipes canadiennes, c'est toujours en dollars canadiens. Et donc la situation a évolué. Et environ 10 ans plus tard, la situation financière des équipes, de pratiquement toutes les équipes, est devenue très négative. Les équipes en moyenne perdaient de l'argent. Bon, j'ai compris qu'au football européen, c'est quelque chose de normal, mais dans le sport américain, ça ne l'est pas. Et donc, à ce moment-là, bon, bien des gens se disaient, mais c'est une ligue qui ne fonctionne pas du tout. Luc a mentionné que au football européen, on ne voulait pas que les équipes dépensent plus que 70% de leurs revenus sous forme de salaire. Et à l'époque, dans la Ligue nationale, on disait que les salaires représentaient environ 60, enfin, dépendant des sources, entre 67 et 75% des recettes des équipes, des recettes brutes des équipes. Et donc, c'était considéré comme une situation absolument intenable. Donc, les propriétaires avaient décidé, bon, ben là, ça y est, on va imposer premièrement un système où les salaires ne peuvent pas représenter plus que 54% des recettes des équipes. Et d'autre part, on veut imposer un plafond à la masse salariale de chaque équipe. Et puis, bon, évidemment, en compensation aussi, un plancher. Les équipes les plus pauvres devaient dépenser un certain montant pour assurer des salaires décents pour les joueurs jouant dans ces équipes moins fortunées. Alors, les
l'association des joueurs avait juré que jamais ça n'arriverait. Mais finalement, après un an de lockout, donc toute la saison, il n'y a eu aucune partie qui s'est jouée dans cette ligue professionnelle pendant une année. On croyait bien qu'on s'en allait vers une deuxième saison, mais finalement, à la fin de l'été, donc il y a eu un accord. Les joueurs ont accepté ces planchers à la masse salariale, plafond à la masse salariale. Ils ont donc accepté des choses qu'ils avaient refusées. En fait, la proposition qui a finalement été mise de l'avant était moins bonne que celle qui avait été proposée tout au début du lockout. Et donc, on s'est retrouvé maintenant avec un nouveau système qui semblait quand même assez bien fonctionner jusqu'à ce qu'on ait encore un autre lockout en 2012. Donc, en fait, mon article porte davantage sur les relations industrielles entre les joueurs et les propriétaires que sur les finances comme telles. Et avec ce nouvel accord qui ne changeait pas grand-chose, sauf pour dire, OK, dorénavant, c'est un partage 50-50, c'est-à-dire que la moitié des recettes des propriétaires va sous forme de salaire et l'autre moitié, ça reste entre les mains des propriétaires. Et bon, alors avec ce nouvel accord, en fait, ça marche très bien, en tout cas du point de vue des propriétaires. La situation a complètement évolué, alors qu'autrefois, en moyenne, les équipes perdaient de l'argent. Maintenant, en moyenne, les équipes font beaucoup d'argent. En fait, on font même plus que dans le baseball professionnel américain, qui est un sport d'une envergure beaucoup plus grande. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Enfin, il y a 2 ans et l'année dernière, les chiffres de l'année dernière, ce sont les derniers chiffres qu'on a. Les équipes, les 32 équipes en moyenne font 50 millions de dollars de profit par année. Alors que, comme je l'ai dit, autrefois, les équipes faisaient des pertes. Donc, c'est une situation qui a été complètement renversée. Et puis, bon, effectivement, il n'y a pas eu de lockout depuis 2012-2013. Et Parce que dorénavant, les clubs, effectivement, il y a une grosse différence de culture et même de résultats entre les franchises et les clubs nord-américains qui réalisent, vous l'avez rappelé, des bénéfices. Et il me semble-t-il, dans le sport européen, je vois sur le football, n'est pas vraiment sur les 50 millions d'euros de bénéfices en moyenne par club. Donc même se pose la question sur le modèle entre ce que propose le sport américain et ce qu'est le sport européen. Et là-dessus, c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie, pour l'exposé de votre article sur le lockout et la régulation en fait, qui dérive d'une action sociale de la part des dirigeants, et pas des joueurs. C'est étonnant rigolo, si je peux dire, de voir que les patrons parfois peuvent faire les grèves contre leurs salariés, dans leur intérêt d'ailleurs. Moi, la question que j'avais aimé souhaiter aborder, justement en lien avec ce qui se passe sur le territoire nord-américain, c'est l'application pour nous. Et d'ailleurs, Paul Dietschi, qui est historien, va pouvoir nous préciser sur la question de l'organisation et la relation qu'il peut y avoir entre le sport européen et l'argent, ce qui dérive d'ailleurs de votre article, et Michel Desbordes, qui explique. Donc, je ne vais pas préciser de l'Université Paris-Saclay sur la question de la sociologie du consommateur sportif, en tout cas du consommateur de sport. C'est de savoir à la fois, comment le sport européen s'est-il développé et pourquoi s'est-il finalement opposé à cette forme de régulation de type nord-américaine. En tout cas, pourquoi il y a une scission entre la régulation nord-américaine et le, je dirais, laisser-faire européen. Et est-ce que le public européen serait prêt un jour à consommer du spectacle de type nord-américain? La question est assez large, mais elle est intéressante. D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que si on est tous rassemblés ici, il y a un historien, il y a des économistes, on aurait pu provoquer
d'autres sociologues, on aurait pu inviter des juristes, parce que finalement, l'arrêt Bosman, il a tout fait exploser. Donc, on est éminemment sur quelque chose de multidisciplinaire. Donc, ce que moi, je peux vous dire en matière de marketing du sport est finalement intimement lié, pour répondre à la question de Pierre, à tous ces éléments-là. Je m'explique. Le sport américain, il est né historiquement pour créer du divertissement. Donc, le sport européen, il est né pour produire de la performance et instaurer une méritocratie. On est en première division, c'est parce qu'on a été avant en deuxième division qu'on a été bon, donc avant on était en troisième division. Aux États-Unis, on crée ex nihilo quelque chose. Donc il faut bien évidemment le marketer et convaincre le consommateur que c'est intéressant. Et c'est la magie des Américains, c'est d'arriver à passionner les gens pour quelque chose d'inintéressant totalement sportivement. Arriver à vendre 82 matchs de NBA avec 20 000 personnes dans une salle pour un match au mois d'octobre qui n'a aucun intérêt, puisqu'à partir de la moitié de la saison, on sait qui ira en play-off, qui n'ira pas, et en plus personne ne descendra. Alors qu'en Europe, un match totalement minable qui se termine à 1-0 entre le 15e et le 18e en Angleterre, il peut valoir 50 millions d'euros ce match. Et donc, globalement, on a une attitude qui va être différente. Donc cette attitude, c'est que on est aux États-Unis uniquement là pour produire un spectacle. Et donc il y a tous les leviers du marketing qui vont avec. Il faut les nourrir, il faut leur donner un peu à boire, il faut les amuser, il faut leur donner de la musique. Et puis au final, qui gagne pas, et globalement ils s'en fichent. Et c'est pas très grave, on s'est bien amusé. Mais c'est les mêmes ressorts qu'on va retrouver dans le sport universitaire. Le sport universitaire, il est aussi là pour amuser des étudiants qui sont en général dans un trou au milieu d'un État où il ne se passe pas grand-chose, à part boire de la bière et manger de la pizza le week-end, on n'a pas d'occupation. Donc si on a un stade de 100 000 places avec le football américain, on va bien s'amuser et ça va contribuer à produire des revenus, et derrière des revenus, il y a un consommateur. Donc, globalement, on constate quand même qu'il y a quelque chose, le truc le plus idiot qu'on raconte dans les cours de marketing, c'est le consommateur est roi. Je ne vais pas dériver aujourd'hui sur la politique, ça serait peut-être un peu glissant, mais on consomme surtout ce qu'on nous montre. Donc les médias sont importants, l'offre est beaucoup plus importante que la demande. Donc, historiquement, un Français il préférera toujours voir un Saint-Étienne-Liverpool ou un PSG ou un Marseille-Milan AC pour les plus âgés d'entre nous. Par contre, bon, si on le propose un Chelsea-Bayern, s'il n'y a rien d'autre, on arrivera quand même à le vendre parce que Canal+, ou beIN Sport, ou RMC auront acheté les droits. Donc aujourd'hui, on a une transformation qui va vers quelque chose de plus globalisé. La Champions League, qu'on le veuille ou non, c'est une ligue fermée. De plus en plus, on voit bien que si on dérive sur le rugby, il y en a qui veulent qu'il n'y ait plus qu'un club qui descende, bientôt ça pourrait être 0. Globalement, les économistes qui sont ici le savent mieux que moi, les hiérarchies budgétaires vous donnent globalement le classement de fin d'année. Comme par hasard, c'est encore le Real qui a gagné. Donc, voilà, les successions de victoires du PSG, du Bayern ou de Manchester City sur les séries longues, c'est aussi des histoires de finances. Donc aujourd'hui, le consommateur, il est un peu à la croisée des chemins. Donc pour répondre à la question, a priori, non, il n'a pas envie d'avoir une ligue fermée parce que la méritocratie sportive, se qualifier en Champions League, chez nous, c'est quelque chose d'hyper important. Aux États-Unis, on ne se qualifie jamais pour rien. On est là, et dans 30 ans, on sera encore là. Parce que si on est dans une zone de chalandise comme Boston, du basket à Boston avec des gens éduqués, qui ont des hauts revenus, une franchise historique à laquelle on est attaché, et des sponsors qui signent sur 25 ans, il est clair que je ne vais pas vous annoncer ce soir la relégation, la disparition des Boston Celtics. Alors que dans le contexte européen, tout peut disparaître à tout moment. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres de disparaître, mais c'est quand même... Et donc cette incertitude et cette manière de consommer, elle rend quelqu'un d'assez différent dans ces modes de fonctionnement. Alors avec un bémol, c'est que maintenant, pas être trop européano-centré, l'enjeu des clubs, il est évidemment aujourd'hui en Asie. Et l'enjeu des clubs, c'est que des Chinois, des Indiens, des Japonais, des Malaisiens, des Indonésiens consomment du football européen.
Et donc pour ça, là, on abat un peu les frontières. Il y a quelques années, il y avait des thèses qui avaient été faites sur le supporterisme à distance. C'était un peu innovant. Aujourd'hui, le supporterisme à distance, c'est une réalité. Donc ça rebat un peu les cartes, parce que là, pour le coup, Auxerre, Lens et des petits clubs sont quand même un peu laminés dans ce contexte de mondialisation. Pardon. Et dernier point, pour conclure, c'est qu'il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, 55 pays, 54, bon, ça varie plus ou moins dans l'UEFA. Donc quand on vend des droits télé, alors évidemment, les Anglais, les Allemands, ça paye plus que la Hongrie ou la Roumanie ou la Moldavie. Mais à un moment donné, il va peut-être y avoir quand même un point de retournement. Une Champions League où on sait d'avance ce qui va se passer et on retrouve 3 Espagnols, 4 Anglais, 3 Allemands. La Pologne, c'est 40 millions d'habitants, il me semble. Enfin, l'ensemble de l'Europe n'est pas concentré sur 3 pays. Ça pourrait quand même se retourner, parce qu'encore une fois, fondamentalement, on le voit très bien sur un euro. Un match Espagne-Italie, c'est toujours sympa, mais quand vous êtes Suisse-Slovénie, c'est beaucoup mieux. Dans le football, c'est pareil. Un Bayern Real, c'est très bien, mais un Stéphanois, il préfère voir un Saint-Étienne-Dortmund. Ça sera toujours comme ça. Donc, est-ce qu'on va arriver à maintenir l'intérêt de tous ces pays, et notamment des pays de l'Est qui ont une démographie qui est quand même assez dynamique? Ça ne vaut pas trop pour les pays du Nord, parce que la Norvège, la Suède, des pays à 400 millions d'habitants, c'est pas si important que ça dans le business. Ça, c'est quand même une question. Merci. Potici. On va revenir en arrière. C'est vrai que tu aurais dû parler à un moment, parce que l'histoire, ça vient avant. Et je n'étais pas dans les starting blocks, je n'avais pas entendu l'ordre du starter. Moi, j'ai tiré et après, chacun. Voilà. D'abord, je voudrais dire que je suis très honoré et un peu intimidé de me retrouver devant autant d'économistes. Moi, le pauvre historien. Et alors, pour répondre à cette question, je pense qu'on peut répondre de manière assez complexe. D'abord, il y a un moment dans l'histoire où il y a une véritable économie du sport, et on l'a oublié, c'est la Belle Époque. On regarde ça toujours comme l'époque des pionniers. Non. Et là, il y a des conceptions finalement du sport comme du pur business. Hein, le stade qui était le plus représenté en Europe à ce moment-là, c'est le Vélodrome. Et le Vélodrome, il y a Vélib, tristement célèbre à Paris. Il y a le Vélodrome Buffalo, et on y fait des courses essentiellement pour divertir. Il y a de la musique, il y a des bars, il y a de jolies femmes, etc. Et la question finalement de ligue, de rétrogradation, ça ne s'applique pas. Hein. En revanche, il y a finalement le thème de la méritocratie, il intervient par exemple au Tour de France, hein, parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Même chose, c'est le grand temps du business de la boxe avec Georges Carpentier. Donc là, il y a une économie finalement du sport qui est assez libre, assez peu réglementée et qui vise essentiellement quand même le profit. Alors, si on prend le football, les choses sont un petit peu particulières. D'abord, le football a toujours été pensé très vite comme une économie. Hein. La ligue professionnelle en Angleterre, c'est en 1888. Alors, c'est une économie que l'on veut réguler. Donc, évidemment, il y a toujours cette idée que le sport ne peut appliquer les règles de l'économie. Hein. Il faut d'abord limiter les salaires, c'est le fameux salary cap hein, qui sera en action jusqu'au début des années 1960. Et puis éviter évidemment les faillites des clubs. Mais malgré tout, un club doit quand même être profitable, un profit limité mais existant, parce qu'il faut qu'il puisse se développer, construire des stades, acheter des joueurs, etc. Donc il y a quand même cette conception finalement du sport comme du club comme une entreprise. Sur le continent, c'est un peu plus complexe parce que les stades, autant au Royaume-Uni, les clubs sont des compagnies limitées à action, autant sur le continent, on reste dans le domaine associatif. L'entreprise, en général, c'est une entreprise immobilière qui possède le stade. Le club étant considéré comme une association. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que certes, il y a ce critère de la méritocratie qui est en action. Pour quelle raison, à mon avis, c'est plus en lien avec les structures fédérales. Hein. C'est-à-dire que tous les acteurs veulent pouvoir arriver au sommet de la compétition. Et donc, si on commence à limiter finalement l'accès
à une compétition, eh bien, les organisations type fédération peuvent exploser, éclater. C'est ce qui se passe notamment en Amérique du Sud dans les années 1930. Donc, plus que finalement ce principe, en quelque sorte, est méritocratie. Et puis, il y a un autre aspect, il me semble qu'il faut prendre en compte, c'est que très tôt, on cherche à limiter le haut niveau. En fait, on parle de Super League aujourd'hui, au grand scandale d'un certain nombre de clubs, de tous ceux qui ne pourraient pas évidemment y participer ou de pays. Mais finalement, la création de ligues dans l'entre-deux-guerres en Europe, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est pas tout à fait des ligues fermées parce qu'il y a un système de rétrocession promotion, mais si vous regardez la Serie A par exemple, eh bien, le premier championnat en Italie, c'est en 1929-1930. Il y a déjà la Juve, il y a déjà l'Inter et pratiquement tous les clubs qui sont aujourd'hui en Serie A. Alors la Juve a au grand plaisir de ses adversaires et des supporters de clubs comme le Torino dont je fais partie, est descendu une fois en Série B, mais pas sur le plan sportif, avec des rétrogradés. Donc, si on lit la presse à ce moment-là, on a un peu finalement les mêmes commentaires. Ces championnats professionnels, c'est réservé le football à une petite élite et à la resserrer. Et il y a des tentatives, d'ailleurs, on a parlé d'Europe, à ce moment-là, finalement, de monopole en quelque sorte. La Mitropa Cup, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la Coupe d'Europe centrale des clubs qui a un succès énorme dans les années 30. Les clubs espagnols, les clubs français voudraient en faire partie, mais les clubs d'Europe centrale trouvent qu'ils sont trop minables pour y accéder. Et donc, c'est une compétition de fin de saison qui oppose les meilleurs clubs hongrois, autrichiens, tchécoslovaques, italiens, et qui réunissent des foules qui permettent notamment aux clubs hongrois et autrichiens, qui sont souvent un peu mieux, de rattraper en quelque sorte leur compte à la fin de la saison. Donc, je crois qu'il faut être prudent sur finalement cette opposition entre notre époque ou entre un sport européen et un sport américain. Il y a des tendances qui sont, on pourrait dire, oligopolistiques, merci, et puis des tendances démocratiques. Mais finalement, si on regarde les clubs qui ont gagné les principaux championnats, et donc à partir des années 30, et les meilleurs clubs aujourd'hui, vous avez pratiquement les mêmes. Vous avez Real, vous avez Barça, le Bayern Munich était déjà fort dans les années 30. Pas le PSG. Pas le PSG, mais il y avait l'équivalent, c'est le Racing Club de Paris finalement. Pardon. Alors, on peut en discuter, mais si, d'une certaine manière quand même. On les met des joueurs étrangers, innovants, etc., etc. Bon, après, il a disparu pour diverses raisons, mais finalement, le PSG, c'est une forme autre de ce grand club de vedettes. Bon, le football français est particulier, parce que finalement, les clubs souvent disparaissent, comme le FC Nantes, par exemple. Il était un très grand club dans les années 70, mais il n'y en a plus. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclairage historique pour essayer finalement de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le présentisme et de voir qu'il y a des tendances fortes, parfois des tendances contradictoires, qui se dessinent finalement depuis le début du XXe siècle. Et toute la question sera de savoir si dans ce présentisme, dans le futur, on tendrait vers un laisser-faire ou une plus grande forme de régulation. C'est pour ça que j'aurais voulu vous poser une question directement à Gilles Rotillon, qui est professeur à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste de l'environnement, et une question sur la nécessaire ou non importance d'une régulation dans le modèle sportif. Alors, on parle beaucoup de football, mais ça doit être appliqué à d'autres sports, et c'est de savoir si, dans ce modèle si particulier qu'est le sport, on l'a vu, on est connu du sport, il n'y a pas une recherche prégnante, hormis peut-être pour le modèle américain, de profit, mais d'abord de performance, de spectacle sportif, avant d'avoir une recherche de profit. Est-ce que pour assurer une intensité compétitive, ou en tout cas assurer une viabilité économique, il y aurait ou pas à s'imposer ou à imposer une régulation qu'on peut voir d'ailleurs dans le cadre de l'économie de l'environnement? Oui, alors, d'abord, effectivement, moi, je ne suis pas économiste du sport, je suis économiste de l'environnement. En même temps, je suis sportif. Ça fait 60 ans que je fais de l'escalade et de l'alpinisme, 40 ans que je fais du golf. Donc, mais justement, c'est très intéressant parce qu'à force de faire du sport pendant des années, puis en même temps économiste, à un moment, je me suis dit, il ne peut pas être silophone, il faut quand même, j'essaie un peu de lier les deux d'une certaine manière. Donc, j'ai réfléchi un peu sur
dans le sport que je pratique le plus, c'est dans l'escalade, qui est en plein développement, comme vous le savez sans doute. C'est difficile aujourd'hui de passer à côté du développement de l'escalade. Et je pense qu'il y a des raisons très profondes qui font que l'escalade se développe comme ça. Et ben, je vois, il y a une coupure incroyable entre les travaux des économistes du sport. Moi, en tant qu'économiste, la façon dont je m'intéresse au sport, les économistes du sport, ils s'intéressent au sport professionnel, essentiellement au sport professionnel. Et donc, l'ensemble des communications dont j'ai entendu le résumé, que j'avais vu d'ailleurs dans ce qu'ils m'ont envoyé, ça tourne autour effectivement des professionnels du sport, du modèle économique des entreprises qui font les entreprises, les clubs sportifs, etc., des problèmes que ça pose divers et variés. Mais l'immense majorité des gens ne sont pas des professionnels, ils font du sport. Effectivement, le CEO a un budget de 11 milliards sur la dernière année, il avait 7 milliards sur les dernières le cycle olympique d'avant, et il distribue la grande partie, mais il distribue à qui? Moi, je suis dans un club, on a 150 adhérents, on a un budget de 5 000 € par an. On n'a jamais vu le moindre centime de la part du CEO. Je suis dans une fédération affinitaire qui a un strapontin au CNOSF. Les grandes fédérations qui ont droit à la parole au CNOSF sont des fédérations olympiques qui sont très nettement différenciées et qui, effectivement, sont sur ces enjeux complètement différents, à la fois méritocratiques et financiers, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier l'autre partie, qui est quand même l'immense majorité des gens qui font des activités physiques sportives. Je pense que l'activité physique est fondamentale pour les êtres humains. Donc, tout ce qui peut mettre, tout ce qui fait qu'on met des freins à cette possibilité que devrait avoir l'homme de faire des activités physiques, pour moi, c'est quelque chose donc il faut réguler pour ça. Pour sérieusement changer les choses, hein, parce que la grande majorité des gens ne font pas d'activité physique. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas comment dire, le contexte dans lequel ils vivent. C'est comme l'environnement. On pense à la fin du mois, on ne pense pas à la fin du monde, pour schématiser un truc. Bon, c'est pareil, hein, les 3/4 des gens ne font pas d'activité physique parce qu'ils ont tellement d'autres problèmes à régler que le sport ne paraît pas du tout quelque chose d'essentiel. Alors, pour venir à la question, enfin, je ne sais pas si je peux répondre à cette question comme ça, le fait que je sois un économiste de l'environnement, je dirais que le sport, c'est comme le cinéma. C'est un spectacle et c'est une industrie. Il y a les deux. Et on retrouve un peu. Alors, il peut y avoir une dichotomie. On dit les États-Unis, en gros, c'est l'industrie, ils veulent faire du profit. En Europe, c'est plutôt le spectacle. C'est plutôt. Bon, et on se moque un peu de la rentabilité de la chose, en l'occurrence. J'aurais une petite parenthèse à faire par rapport à ça. Je pense que Pierre-Noël Giraud, dans son dernier bouquin, Du pain et des jeux, à mon avis, donne une hypothèse assez forte pour expliquer pourquoi on peut dépenser des millions dans des activités qui, a priori, paraissent non rentables. Bah oui, il faut bien occuper le peuple, un petit peu. Donc, le fait de. C'est pas un hasard si aux Jeux Olympiques, on va avoir des bâtiments qui vont être relookés LVMH, Coca-Cola, Amazon, etc. C'est pas de la philanthropie. C'est pas l'amour du sport qui fait faire ça. Et c'est des millions qui vont tomber dans les caisses du CNOSF, évidemment, du CNOSF, du CIO. Donc, l'ensemble de ces problèmes-là, ça pose la question de la pérennité de ce fonctionnement-là. On est dans une société qui est complètement en crise. Une crise économique, une crise environnementale, une crise sociale, une crise anthropologique. Ces 4 dimensions-là font que les modèles qu'on nous décrit sur la façon dont le sport se développe, est-ce qu'ils peuvent continuer? Alors, je ne vais pas prendre sur l'ensemble de ces points-là, parce que ça peut être un peu long, mais prenons simplement l'environnement. Je connais l'environnement, il faut bien que je parle de ça, et donc évidemment qu'il va falloir réguler d'une façon ou d'une autre. Parce que le gros problème de tous les grands événements sportifs internationaux, les GSI, comme on dit, que sont les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les divers sports, etc., bah, ils sont des très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ils ont un impact environnemental qui est loin d'être négligeable. À Rio, c'était 3,4 millions de tonnes. À Londres, à peu près pareil. Alors, Tokyo, c'est une exception parce que comme il y avait le Covid, en réalité, les 3/4 des gens ne sont pas déplacés. Alors, c'est le transport qui fait l'essentiel
des émissions dans ces grands événements. Mais la prochaine Coupe du Monde de foot qui aura lieu entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, donc avec forcément des énormes navettes en avion pour aller d'un site à l'autre, ça va engendrer d'un seul coup beaucoup plus d'émissions. Bon, le Qatar, ça fait entre 5 et 7 suivant les estimations, et on considère que c'est sur 5 et 7 d'après les données qu'on a qui sont souvent sous-estimées. Donc, bref. Donc, ce type d'événement, clairement, l'évolution de l'état de l'environnement dans le monde entier pose la question du fait que ça va durer ou pas. Je pense que ça ne peut pas durer. Fondamentalement, ça ne peut pas durer. Alors, il y a des sports qui sont archi. Cette année, on a supprimé à peu près la moitié des épreuves de ski. Parce que les conditions ne permettaient pas de faire des descentes, des slaloms dans des bonnes conditions de neige, il n'y avait pas du tout, c'était dangereux, etc. Donc, le ski, au niveau de la compétition internationale, est une activité extrêmement menacée qui, dans 20 ans, n'existera plus. C'est à peu près sûr. Donc, il y a d'autres activités de ce type-là qui vont évidemment subir les rivières, avec tout ce qui est la descente de rivières, etc. C'est pareil, donc ça va poser des problèmes de pratique tout bêtement de la même manière. Les sports de pleine nature, bon, je me dis, moi je fais de l'escalade, l'été, c'est extrêmement difficile de grimper dans des zones où il ne fait pas, où il n'y a pas suffisamment, il y a une température suffisante. Pas comme des malades et qu'on va simplement faire notre activité. Et c'est de plus en plus compliqué. Et ne parlons pas des spots qu'il y a en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Maroc, etc., qui sont aux États-Unis, qui sont archi fréquentés et qui sont de plus en plus compliqués à visiter parce que précisément les conditions météo le permettent de moins en moins. Donc, plus la montagne qui s'écroule. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'aiguille du Midi, on y coule des tonnes de béton chaque année et elle est ceinturée de câbles de plus en plus parce qu'il y a un problème. Elle se fissure de partout, comme les autres montagnes autour, hein, mais les autres montagnes, il n'y a pas de téléphérique, donc c'est moins grave. Et pour l'instant, ils surveillent comme le lait sur le feu en attendant le moment où on dira non, c'est plus possible, il faut arrêter le téléphérique. Ça n'est pas encore là. Mais c'est dans les têtes, pour l'instant, ils vérifient vraiment sérieusement si on peut encore continuer à aller en oubli du Midi. C'est parfait. Autre chose, le train du Mont-en-Vert qui mène à la mer de glace. Si vous avez, moi j'ai fréquenté ces lieux-là pendant des années, je connais par cœur, la mer de glace, elle a perdu 300 mètres d'épaisseur. On arrive là où on le voyait avant, on était à 50 mètres, elle est 300 mètres plus bas. Il y a des escaliers qui n'en finissent plus, etc., etc. Bon, elle a disparu dans 20 ans. C'est la peine. Eh bien, aujourd'hui, on en fait un produit les spectateurs en leur disant venez vite, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et donc, on organise une activité commerciale autour de la mer de glace en train de disparaître, avec comme argument publicitaire que si vous ne pouvez pas l'avoir maintenant, et éventuellement vous voyez des photos pour vos petits-enfants, vos petits-enfants, ils n'allaient jamais, ils ne pourront pas savoir ce que c'était. Alors, ça veut dire que l'activité économique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, alors je veux bien que ce ne soit pas que la recherche du profit pour un certain nombre, mais je pense quand même que tous les sponsors et les mécènes en Europe, subventionnent le sport et distribuent effectivement des millions, et pas seulement pour le plaisir de voir des joueurs se débrouiller sur un terrain. C'est parce que ça a une fonction idéologique. Ça a une fonction idéologique qui permet effectivement, comme le disait Pierre-Noël Giraud, du pain et des jeux, à savoir maintenir, donner du bonheur. C'est très intéressant l'article de Frédéric. Donner du bonheur pendant 2 mois. Voilà. Et ça va coûter X millions. On donne du bonheur, c'est formidable, donc pendant 2 mois, au moins, il n'y a pas de manif. Mais après, Bon, tu vas arrêter là parce que. Non, mais c'est intéressant et justement, je viens de avoir la réaction de l'économiste, notamment de M. Andref. Il y avait 2 choses que vous avez abordées, à la fois sur le lien ou non qu'il peut avoir, parce que ça, on a beaucoup parlé de sport professionnel et de football, mais aussi des JO, et l'absence d'aide ou non avec le sport amateur. Donc, vous allez voir s'il y a un ruissellement qui s'opère automatiquement entre le sport pro et le sport amateur. Et le deuxième élément, vous l'avez abordé à juste titre, c'est la question de la pérennité des grandes compétitions sportives
Est-ce que face au dérèglement climatique, mais au-delà de ça, parce que vous en avez parlé, M. Andref, par rapport à la Winner Curse, est-ce que dans le futur, il y aura toujours autant de villes candidates pour l'organisation d'une compétition sportive internationale? Quel est le futur finalement de ces grandes compétitions? Est-ce qu'on va vers le maintien du gigantisme ou au contraire vers finalement un retour comme autrefois avec des Coupes du Monde la première était à 16 équipes. Merci. Bon, je ne vais pas réagir à tout, mais quelques remarques brèves sur les propos de Gilles, que je reconnais bien dans son style habituel, de grimpeur, voilà, au niveau, y compris. Alors, la première remarque que je vais faire, c'est que pourquoi les économistes s'intéressent surtout au sport professionnel? Il y a une réponse très, très simple. Le sport professionnel, c'est moins de 10% des sportifs dans le monde. Et c'est plus que 90% de l'argent qui se déverse dans le sport. Et voilà pourquoi les économistes s'intéressent au sport professionnel. Parce que le sport non professionnel, c'est plus de 90% des pratiquants, mais moins de 10% de l'argent. Ça n'intéresse pas beaucoup les économistes. Ça, c'est la première explication. Il y a une deuxième explication plus historique et théorique, c'est que l'économie du sport professionnel s'est développée dans un contexte que je vais résumer en 3 points. Ça s'est développé aux États-Unis, donc par des économistes néoclassiques mainstream. Ce sont des modèles de maximisation du profit, etc. Je viens de rédiger un manuel. J'ai une partie qui est le sport professionnel, qui a pratiquement rien à voir avec la deuxième partie, qui est le sport et l'économie, voilà, qui parle d'autre chose, presque d'autre chose. Alors, il y a cette origine-là, nord-américaine, c'est on maximise le profit, on s'intéresse aux professionnels, etc. Et en Europe, que s'est-il passé? Les premiers économistes du sport étaient absolument, alors je ne vais pas dire hétérodoxes, enfin, étaient en tous les cas non mainstream. Ils s'intéressaient à l'économie politique du sport, à des trucs un peu pas propres du point de vue de la théorie néoclassique, par exemple. Voilà. Donc, il y a cette différence historique. Et évidemment, dans le sport européen, les modèles qui ont été faits, parce qu'on a quand même fait des maths aussi, c'est des modèles de maximisation des victoires. Et c'est assez logique. Pourquoi? Puisque c'est un système méritocratique. Si on veut monter dans la méritocratie, il faut gagner. Et pour gagner, il faut faire des victoires, il faut maximiser son nombre de victoires ou minimiser son nombre de défaites. Enfin, les modèles sont des modèles de maximisation des victoires. Évidemment, et moi j'ai montré dans un modèle que le seul vrai modèle des ligues européennes, c'est un modèle de déséquilibre dans lequel on maximise les victoires et on fait systématiquement des déficits. Et ça ressemble assez bien à ce que l'on observe en Europe. Alors, un troisième point que je voudrais reprendre, alors je ne suis pas du tout économiste. Avant d'arriver à l'environnement, encore un petit point comme ça, je partage avec Gilles l'idée que l'économie du sport professionnel, disons, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est certainement limitée. Alors, il y a des raisons que Gilles a évoquées sur lesquelles je reviendrai, mais il y en a une que je voudrais signaler avant. Quand je me suis mis à faire de l'économie du sport et à l'enseigner à Limoges en 1978, 80% du marché du sport était le marché du sport associatif contrôlé par les fédérations, les ligues, etc. Les 20% restants, c'était ce qu'on appelle le sport commercial, c'est-à-dire les clubs de fitness, les piscines privées, etc. Vous revenez aujourd'hui, selon les dernières données de l'INJEP, vous voyez que la part la plus importante, plus de 50% du marché du sport, c'est ni du sport associatif, il y a beaucoup moins que 50% maintenant, ni du sport commercial. Où est passé le reste? Et le reste est passé dans ce que moi j'appelle le sport auto-organisé. Je m'achète des chaussures de basket ou de je ne sais pas quoi, et je vais faire du basket sur le panneau de basket municipal qui a été installé. Ou je m'achète un vélo, je fais du vélo. Et c'est aujourd'hui la part du marché la plus importante. Et donc, sur une autre considération de Gilles, je partage tout à fait avec lui l'idée que le sport professionnel nécessite une forte régulation, peut-être n'est-elle pas assez forte en Europe,
Mais aux États-Unis, enfin, je suis l'auteur d'articles sur le système soviétique du sport aux États-Unis. Étant donné mon passé de spécialiste des pays de l'Est, ce n'est pas étonnant. Mais ce n'est pas qu'une provocation, c'est vrai. C'est un sport planifié, régulé. Et donc, pour revenir au propos de Gilles, il faut certainement réguler le sport pro, il faut certainement réguler le sport amateur quand il est de haut niveau, mais il est impossible de réguler le sport auto-organisé. Or, c'est la partie majoritaire du marché. Qui peut m'empêcher de prendre mon vélo demain matin? Personne. Alors, si, il faut peut-être un régime politique très particulier, genre nucléaire. On n'est pas encore là, même le 7 juillet, j'espère. Voilà. Alors, ensuite, je ne suis pas du tout économiste de l'environnement. Alors, je vais me hasarder sur ton terrain, Gilles, là, pour une fois. C'est que, oui, par tes arguments. Non, on vient à l'Observatoire national du sport dont on s'occupe. On fait réaliser des études d'impact, etc., de temps en temps. Et la dernière qui est sortie, c'est une étude de l'impact de la Coupe du monde de rugby de 2023 en France. Alors aujourd'hui, dans les études d'impact, toutes les organisations demandent qu'on calcule l'impact économique, mais comme de toute façon c'est peanuts, plus personne n'y croit, surtout pas les économistes américains, bon, mais même les Européens commencent à ne plus y croire. Donc, de plus en plus, l'accent se déplace sur l'impact social et surtout l'impact environnemental. Donc, dans l'étude sur la Coupe du monde de rugby, il y a un volet environnemental. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour vous le résumer, mais j'ai retenu un chiffre. L'étude montre que sur le total d'émissions carbone provoquées par la Coupe du monde de rugby en France, 95% est imputable au vol en avion. Et donc, la boîte de consulting qui nous a fait cette étude, j'ai dû la tempérer un peu parce qu'il concluait par la recommandation suivante. Il faut maintenant associer l'achat des billets à la condition de ne pas prendre l'avion. Alors, je vais dire, OK, et les Australiens, ils viennent comment à Paris pour la Coupe du monde de rugby? Et les Argentins, alors, il y a un problème. Mais il y a quand même une bonne idée. Est-ce qu'on ne peut pas conditionner quelque peu, faire en sorte qu'on affaiblisse la quantité de voyages en avion pour aller aux événements sportifs? Et donc, dans ce cadre-là, je pense que non seulement l'économie du ski est menacée à l'échéance, comme Gilles l'a dit à juste titre, je pense que tous les sports qui organisent des grandes compétitions mondiales sont menacés de devoir les faire cesser ou de les géolocaliser. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir une Coupe du Monde qui sera dans 27 pays. Alors, on l'a fait pour l'Euro de football 2016, ça n'a pas été un grand succès. 2021. Et donc, les sponsors, tout ça, ils n'aiment pas tellement. Ça leur plaît pas, ça rétrécit les marchés, mais je pense que c'est l'un des avenirs. Et je termine d'une phrase sur la question de Pierre Rondeau, sur le nombre de villes candidates dont il décline. Le CEO en est conscient. Alors, un jour, ils ont invité Holger Preuss, dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi-même et un type une dame d'Oxford, et ils nous ont dit proposer des solutions sur l'organisation des Jeux Olympiques. Alors, moi, je suis arrivé avec une palette de 12 propositions. Je n'ai pas voulu faire toutes les 12. Il y en a 10 qui atténuent ce que j'ai appelé la winner's curse, qui atténuent le dépassement des coûts des Jeux par le phénomène de winner's curse. Voilà. Mais il n'y a que deux manières de mettre fin à cet excédent de coûts. Et il y en a une qui ne plaît pas du tout au CEO, c'est celle que j'ai proposée. Alors, je commence par celle que je n'ai pas proposée, mais que j'aime beaucoup, qui est celle de Wolfgang Menich, qui est un prof de l'université de Hambourg, médaillé olympique aux Jeux de Sydney. Et lui, il dit, et il y a un copain de Thomas Bach, du pavillon du CIO. Et il lui dit sans arrêt, écoute Thomas, il faut faire autre chose. Il ne faut pas attribuer les jeux par enchère. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut les attribuer par loterie. Il y a 5 villes candidates, on met les noms dans le chapeau, on laisse le chapeau fermé, et puis le jour J, on tire du chapeau. Donc aucune ville ne surenchérit sur les autres. Et voilà, il y en a une qui sort, et il ajoute, perfinement, et c'est le système le plus démocratique. Et moi, OK. Sauf que je lui réponds, il y a un petit problème, des 5 villes, celle qui sort du chapeau, c'est peut-être la pire.
Voilà, donc là, tu ne contrôles pas, il y a une variable que tu ne contrôles pas, il y a un problème. Et donc, moi, ce que j'ai proposé au CEO, évidemment, ils ont enterré le truc dans la minute où je l'ai dit, c'est le président du CEO téléphone je sais pas quoi, à Copenhague et il dit, je vous ai choisi pour organiser les prochains Jeux. Vous êtes l'heureux gagnant. Vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas candidat, mais vous avez les Jeux. Moi, je suis le maire de Copenhague, je dis, ah oui, mais je ne m'y attendais pas non plus. Vous me donnez combien de milliards? Les Jeux, ça coûte 10 milliards. Vous me procurez mes 10 milliards, ou au moins 8 des 10 milliards. Or, actuellement, le CEO procure 1 milliard ou 1 milliard de. Voilà. Donc, voilà une des solutions, mais qui ne verra pas le jour. Alors, voilà. Je vais laisser Michel Desbordes réagir à ce qu'on a dit. Juste, comme malheureusement, moi le premier, j'aurais bien aimé que la conférence dure 6 heures, mais on est pris par le temps, d'autant plus qu'il y a le match de l'équipe de France dans 1 heure et demie. J'ai le cirque. Préparez vos questions parce qu'on va ensuite entamer les questions-réponses avec le public. Et je laisse réagir à Michel Desbordes sur la question alors, de l'avenir des compétitions sportives, en tout cas la question de la régulation et la question de l'environnement sur ces questions. Non, je voulais plutôt réagir par rapport à ce qu'a dit Vladimir au début. Je ne suis pas complètement d'accord avec l'intérêt qu'on a. L'intérêt qu'on a, il n'est pas lié au business, à l'impact financier. C'est plus une posture d'intellectuel, puisqu'on est plus ou moins des intellectuels. Aujourd'hui, Nike, c'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il n'y a aucun club européen. Le Real Madrid, c'est 7 ou 800. Si vous... Voilà, il n'y a aucune franchise nord-américaine qui est à ce niveau-là. Justement, Nike, avec ses 40 milliards, ça fabrique des chaussures, des t-shirts qui servent à des milliards de gens. Mais ça, c'est très intéressant d'un point de vue marketing. C'est du marketing produit, ouais, le design, il est sympa, la couleur, le truc, l'amorti. J'en ai fait une thèse, et au bout d'un moment, j'ai essoré le sujet, j'ai bien vu que ce n'est pas très intéressant. Et après, je me suis intéressé aux événements, comme Vladimir et d'autres ont fait ça dans les années 50, parce que ça, c'est excitant intellectuellement. C'est excitant. Ah ouais, il y a la télé qui intervient, il faut réguler. Alors, celui qui gagne, il perd de l'argent. Enfin, il y a plein de contradictions. Et alors, on va instaurer un système communiste aux États-Unis pour que ça fasse plus d'argent. Il y a à peu près 150 contradictions qui intéressent les intellectuels. Mais fondamentalement, le business, c'est des milliards de gens qui courent au parc Montsouris. Ce n'est pas 3 gars sur le digital qui publient des trucs et des droits télé. Ça, c'est ridicule. Si vous voulez avoir un ordre de grandeur, regardez les études, toutes les études PwC qui sont faites depuis les années 2015. Globalement, je vous schématise. Le sport business dont on parle en s'excitant, c'est un quart du truc, mais la distribution et les équipementiers, c'est 2 fois plus. Mais évidemment, personne n'a envie que je vous parle pendant 1 heure de l'organisation d'un décathlon ici. Hein. Ça ne va pas vous exciter beaucoup et aucun de mes étudiants ne veut y travailler. Par contre, si je lui dis est-ce que tu vas être directeur marketing de Manchester City, là, il y a en général plus d'excitation. Et le business, il est quand même dans la rue, mais comme c'est sur des millions de gens, c'est pas très intéressant. Et encore une fois, c'est aussi intellectuellement la posture, la même que les économistes. Et évidemment qu'un produit où c'est le consommateur qui paye et à qui on demande de travailler, c'est génial. Il n'y a aucun autre domaine dans lequel ça existe. Si vous allez au stade, vous achetez un billet et que vous croisez les mains, vous croisez les bras, il n'y a pas se passer grand-chose, puisque ce que vous êtes venu chercher, vous ne l'avez pas. Vous êtes venu chercher l'ambiance. Mais ce n'est pas vous qui la produisez, il n'y en a pas. Alors que dans toutes les autres activités, le consommateur, quand il paye, on lui apporte le service. Moi, je ne fais jamais la vaisselle et les courses quand je vais au restaurant, alors que quand je vais au stade, je produis. Et ben, ça, c'est aussi ce genre de posture intellectuelle qui excite les économistes, les marketeurs. C'est pour ça que c'est stimulant. Juste un petit conseil, on va en parler, on n'aura pas le temps, mais un article de Lucas Randel sur payer les supporters pour mettre de l'ambiance dans les stades. Je vais laisser Girotion qui fait réagir à vos propos et ensuite on prendra les questions dans le discours. Oui, rapidement. Bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vladimir sur le fait qu'il y a la grande majorité, en fait, des gens sont hors club. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas. C'est ce qu'il vient de dire. L'essentiel du marché, c'est les godasses, les shorts, les leggings, le matériel. Là, il vient d'y avoir l'US Open de golf qui est terminé dimanche soir. Quand un joueur gagne l'US Open,
le driver qu'il utilise est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Et les gens se précipitent pour acheter le driver qui a fait gagner un tel ou un tel. Et pareil pour les balles. Il y a plusieurs marques de balles concurrents. Donc, il y a des enjeux financiers tout à fait importants que les économistes du sport font bien de regarder d'un peu plus près, parce que c'est effectivement beaucoup plus important que les clubs professionnels en réalité. Mais c'est plus compliqué à regarder, bien sûr, parce que effectivement, il y a des milliards de gens qui sont concernés, donc, comme l'environnement d'ailleurs. Hein, le réchauffement climatique qui concerne des milliards de gens, mais évidemment à des niveaux de responsabilité différenciés. Mais en réalité, tout le monde est un peu responsable d'une partie du réchauffement climatique. Bon, et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est, je disais tout à l'heure, le sport, c'est à la fois un spectacle et une industrie. Il y a un très très bon exemple qui est tout à fait d'actualité, je te donne l'escalade. L'escalade, c'est un exemple formidable du développement d'une activité dans le sens que les activités sont utilisées aujourd'hui dans la société pour faire vendre. Il y a deux spécialités dans l'escalade. Il y a ce qu'on appelle la vitesse, c'est-à-dire aller très vite, 15 mètres dans un machin légèrement surprenant. Et il y a le bloc et la difficulté, qui sont une espèce de mélange de deux activités qui ressemblent en réalité à ce que les grimpeurs pratiquent. La grande différence entre les deux, c'est que la vitesse, tout le monde dit, c'est super spectaculaire. Alors, tout le monde dit, sauf les grimpeurs. Je ne connais pas un grimpeur qui peut regarder plus de 2 minutes une compétition de vitesse. Mais à la télé, ce qu'on vous vend comme spectacle, c'est l'escalade de vitesse. Qui, entre parenthèses, est impossible à faire parce que les structures pour le faire ne sont pas très peu nombreuses. Donc, elles sont réservées à ceux qui veulent faire de la compétition. Donc, il y a peut-être 1000 personnes dans le monde qui font de l'escalade de vitesse. C'est ridicule. Ça ne devrait d'ailleurs pas être aux Jeux Olympiques, par parenthèse, parce qu'il n'y a pas de critères de nombre de pays et tout qui pratiquent cette activité. Enfin bon, c'est aux Jeux Olympiques. Ça pourrait se poser la question, pourquoi ça, c'est aux Jeux Olympiques, alors que ça ne remplit pas les critères que le CO impose lui-même. Parce qu'il y a un marché derrière. Le marché, c'est le spectacle que la télé vend à travers cette activité qu'entre guillemets, on assure spectaculaire. Et je défie d'ailleurs n'importe qui dans la salle qui n'est pas grimpeur de le regarder pendant 1 heure et demie. Hein. C'est quand même très très monotone, c'est un peu toujours pareil. Et puis il y a l'autre activité réelle d'escalade que font tous les grimpeurs, le bloc et la difficulté. Ce qu'il y a derrière, c'est pas pour développer cette activité, ben, il y a plus de licenciés dans les clubs. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est effectivement des hors-clubs, grande majorité, qui vont acheter du matériel. Et le matériel d'escalade, ça coûte cher. Une paire de chaussons, c'est 150 € et ça tue. Ou 2 par an. Une corde, ça vaut 200 €, etc., etc. C'est très cher, ça. Et puis, il y a du voyage à faire. Et puis, deuxième, encore plus important, les salles privées, qui se développent comme des petits pains. Aujourd'hui, les premières salles privées, c'était 10 millions, c'était 20 000 francs, 20 000 francs. C'était rien. Des bouts de bois, on clouait des prises, on avait une salle privée dans un garage. Aujourd'hui, c'est des dizaines de millions d'euros pour des salles privées. Et il s'en ouvre une par semaine en Europe. Et à peu près partout aussi dans le monde. Bah, ça, il faut c'est des clientèles, c'est des grimpeurs. Mais ça ne peut pas être des grimpeurs qui regardent la vitesse, parce qu'il n'y en a pas dans la vitesse. Donc, c'est le développement d'un marché tout à fait extérieur à la vie associative, tout à fait extérieur en réalité oui, au développement d'une vie associative qui apporte pour objectif de faire du profit, parce que les salles privées, c'est pas faire du profit, c'est quand même pas pour le plaisir de développer les salles, pour beaucoup, c'est des franchises importantes. Et donc, je trouve que cette dichotomie entre une activité censée spectaculaire et puis une activité censée développer un marché très particulier, c'est un merveilleux exemple de ce que la façon dont le sport se développe aujourd'hui dans notre société. Merci. Donc, j'ai première question, M. Liemnock, pas rien pour faire une Sorbonne. Je vais vous laisser. Oui, alors, question par rapport à l'économie du sport, parce que c'est mon champ. Quand on parle de financiarisation en économie, on pense au modèle de la création de valeur pour l'actionnaire dans les entreprises cotées en bourse. Or, ce modèle ne s'applique pas à l'économie du sport, où il y a quand même quelques entreprises cotées, quelques clubs cotés en bourse. Donc, je voudrais savoir quelle est la part des clubs qui sont cotés en bourse, notamment en flûte. Est-ce que leur objectif, c'est le profit et la création de valeur pour l'actionnaire dans un monde
la plupart des clubs sont quand même en déficit. Et puis, après, vous avez parlé de ce qui se passe aux États-Unis, où c'est une économie qualifiée pour faire du profit, Vladimir. Mais quelle est la structure de droit de propriété des clubs en question, hein? Parce que quand je vois ça de loin, je regarde par exemple Frank McCourt qui est venu acheter l'OM, ça n'a pas l'air d'être le modèle d'une entreprise actionnariale financiarisée, c'est plutôt le modèle paternaliste. Il faut avoir plus de précision là-dessus. Je peux répondre brièvement sur les deux points. Alors, le premier point est le plus intéressant. Alors, bon, il n'y a pas de club qui maximise la valeur actionnariale hors des États-Unis. Alors, aux États-Unis, on verra ensuite, mais hors des États-Unis, il y a eu des expériences, en effet, de cotation des clubs en bourse. Globalement, c'est un fiasco total. Globalement, c'est un fiasco total, puisqu'il y a eu un peu plus de 40 clubs cotés au total, mais aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une dizaine. On s'est monté par palier, après c'est redescendu. Mais par exemple, tous les clubs anglais qui étaient cotés sont sortis de la cote sauf un. Donc, c'est vraiment. J'ai eu l'honneur de co-signer un papier avec Michel Aglietta et Bastien Dru, qui est un des auteurs de notre numéro là-dessus. Donc, je te renvoie éventuellement à la lecture de ce papier. Mais évidemment, on n'a pas parlé de maximisation de la valeur actionnariale, mais néanmoins, c'était quelque chose qui allait dans le sens de la financiarisation d'un certain nombre de clubs, d'une certaine manière, puisque ça veut dire que, un, ils allaient chercher l'argent du public en vendant des actions, et deux, on pouvait penser que ces actionnaires attendaient un rendement. Alors, les quelques études qui ont été faites là-dessus, on s'est aperçu que les actionnaires, ce n'étaient pas du tout des gens qui cherchaient du fric, c'était des supporters. C'était des supporters. Donc, c'est pour ça que ta question, je ne dis pas que la bombe à côté, mais oui, ce n'était pas les gens qui cherchent une valeur actionnariale accrue. Alors, dans les sports nord-américains, c'est un petit peu différent. Ça ressemble à une économie planifiée sous l'angle de toutes les régulations possibles pour gagner de l'argent. D'accord? Mais la propriété des clubs, c'est une propriété privée. Il y a une exception sur les 4 fois 32 clubs qu'il y a dans ces ligues. Il y a une exception qui est un club qui a 145 000 actionnaires, etc. Et sinon, les autres, c'est des manias, c'est des tycoons, comme on dit en américain, etc., qui se revendent les clubs. Alors, si Marc est toujours là, il rajoutera sans doute un mot là-dessus. Voilà, c'est les vrais propriétaires capitalistes, entre guillemets, dont on peut se demander, en effet, si... Alors, leur objectif, un, c'est de faire du profit. Dès lors qu'ils ne sont plus qualifiés ou qualifiables pour les playoffs, ils font le contraire. Ils perdent des matchs. Ils perdent des matchs éventuellement pour récupérer les bons joueurs, parce qu'il y a un système de recrutement de bons joueurs qui donne la priorité aux clubs mal classés. Ils veulent récupérer des bons joueurs pour gagner des profits l'année prochaine. Et puis, pour l'instant, ils gagnent toujours des profits. Donc, ils ont profit, c'est sûr. Et deuxièmement, quand ils se revendent entre manias de l'industrie, de la télé, etc., les clubs, ils essayent de vendre plus cher qu'ils n'ont acheté. Ce qui va un peu dans le sens de l'augmentation de la valeur actionnariale. Alors, je ne suis pas sûr que la Ligue nationale de hockey soit un bon exemple pour ça, en raison de ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Mais en baseball et surtout en football américain, il y a une sorte de marché des franchises. Et quand il y en a un qui achète une franchise, il espère bien la revendre dans 3-4 ans plus cher. Tu voulais réagir sur quoi? Sur la bourse. Alors, c'est juste un petit mot sur la structure de propriété. Donc, moi, j'ai un peu travaillé sur la MLS aux États-Unis. La structure de propriété est très, très particulière. C'est ce qu'on appelle une entité unique. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire d'une franchise, finalement, vous n'êtes pas propriétaire d'une franchise, vous êtes propriétaire d'une part de la ligue. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire vous-même de la franchise. Vous êtes juste une propriétaire d'une part de la ligue. C'est une sorte de socialiste. Et pas tout à fait quand même. Et par contre, donc effectivement, il y a une forte régulation de la MLS sur le fonctionnement de l'économie, et notamment ce qui est assez drôle, c'est-à-dire que par exemple, il y a une redistribution des revenus, même de la billetterie. C'est-à-dire que si vous remplissez votre stade, vous êtes obligé d'en donner une partie à votre concurrent. C'est pour ça qu'effectivement, quand Messi est venu
joue à l'Inter Miami, tout le monde est content, puisque de toute façon, vous allez bénéficier aussi des recettes de billetterie de l'Inter Miami chez nous. Donc, Il me semble que toute la billetterie de la saison MLS pour l'Inter Miami et ses adversaires avait été vendue en une journée oui, c'est ça. pour la saison entière. C'est-à-dire qu'il y a environ 30% des recettes de billetterie des clubs qui sont remis dans le pot commun. C'est vraiment un système de redistribution qui est très, très, très à part. Mais ceci dit, si vous avez, alors effectivement, pour l'instant, il ne faut pas dire que la MLS fasse beaucoup de profit, malgré tout, parce qu'effectivement, ils sont vraiment en concurrence avec le marché européen, mais la valorisation des franchises est extrêmement intéressante, puisque là, en moyenne, je crois que c'est de l'ordre de 700 millions de dollars. Donc, c'est vrai aussi quand on regarde le championnat féminin, c'est la WSL. Donc, ils sont vraiment en forte croissance économique eux aussi. Mais. Oui, je pense qu'il faut arrêter de regarder le football par le prisme de l'économie. Ça ne sert à rien. Le Qatar, vous regardez le PSG, vous dites ceux qui gèrent ce club sont des idiots. Si vous le regardez d'un point de vue global, d'un point de vue country branding, on pourrait dire en marketing, il y a le city branding, il y a le country branding, ce sont des génies. Qui aurait confié 1% de 1% de l'actionnariat d'une entreprise publique il y a 10 ans, privée, à des gens un peu douteux, venant du Moyen-Orient, vêtus un peu bizarrement, ayant une religion qui n'est pas complètement la nôtre. Ils n'avaient pas beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est le tapis rouge permanent. Quelqu'un comme Radcliffe s'intéresse à l'OGC Nice, en foot, l'OGC Nice, on gagne de l'argent avec l'OGC Nice, va probablement représenter 3 jours de chiffre d'affaires à l'année pour lui. Par contre, le jour où il voudra mettre 3 usines un peu polluantes dans le sud de la France, à avoir le téléphone de Christian Estrosi et celui de Macron, on va peut-être l'aider. Donc, le coup de regarder le prisme de l'économie pour comprendre le football, c'est pas la peine. Un mec comme Franck Marcourt, le foot, il s'en fout, il sait à peine où est l'adresse du Vélodrome. Par contre, quand il y aura des centres commerciaux à rénover, des parkings à construire, il sera peut-être là. C'est ça l'enjeu. Sinon, si éventuellement on peut vous intéresser à Arsenal et au Bayern, et encore, le Bayern, c'est bien géré. Pourquoi c'est bien géré? Parce que justement, il n'y a pas de petits actionnaires, il y a 3-4 grosses entreprises qui tiennent les manettes, qui sont au conseil d'administration. Donc c'est l'antithèse. Mais enfin, oubliez, à mon avis, l'économie pour comprendre ça. Il est 19h20, encore une question, je sais pas si on aura d'autres plein. Oui. Oui, bonjour, moi je suis partenaire de fonds d'investissement capitaliste avec leur Sportec, historiquement santé et digital. Et donc ma question autour de l'économie du sport, c'est que vous n'avez parlé pas du sport professionnel, mais aussi du sport footing ou vélo pour se déplacer ou pour faire du sport. Ça influe aussi sur la santé, sur l'économie de la santé. Comment vous voyez ces interactions? Et pour aller un peu plus loin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait M. Rothian, mais même sur l'environnement, les déplacements en vélo, c'est du sport, c'est bon pour la santé. C'est probablement bon pour l'environnement versus une voiture. Comment vous voyez l'interaction entre l'environnement, le sport et la santé? Comment c'est traité économiquement? Je vais réagir. Je pourrais dire que je vais laisser réfléchir à la réponse. Alors, juste sur un point précis, sur un des aspects, vers 2007-2008, il a été créé un Parlement français du sport. C'est un truc pas très connu, personne n'en parlait, mais la présidence en avait été confiée à Edwige Abiss, qui avait été ministre des Sports auparavant. Et Edwige Abiss, dans ce Parlement, avait exigé la présence d'un certain nombre d'experts. Il se trouve que j'étais l'un d'entre eux. Et une partie des études qu'on a fait faire était justement sur cette relation sport-santé. Parce que l'idée de base derrière ça, c'est que si on a une population sportive, elle est en général en bien meilleure santé que le contraire. Voilà. Mais si elle est en très bonne santé, ça a une incidence qui est la réduction des dépenses de santé. Et donc, comme une partie des dépenses de santé sont prises en charge par l'État, c'est aussi une aubaine pour l'État. Donc là, il y a une sorte de cercle vertueux, on va dire, possible entre la santé, etc. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas parce que l'obésité progresse, etc. Ce qui veut dire que
le cercle est vicieux et que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le rompre, malgré les quelques études qu'on avait faites à l'époque. C'est pas seulement que le cercle est vicieux qui est très incomplet. Parce qu'en réalité, ce que dit Vladimir, bien sûr que l'activité physique, ce que je dis là, c'est nécessaire même pour l'être humain. Donc il faut absolument la développer. Donc ça vaut le coup d'investir dans le fait que tout le monde puisse en faire de façon générale, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi l'industrie agroalimentaire qui a des effets majeurs sur l'obésité, effectivement, donc, qui contredit très fortement ce qu'on pourrait avoir de bon en faisant de l'activité physique. Alors, et je pense qu'il faut élargir encore la focale. On est dans, je disais tout à l'heure, on est dans une quadruple crise. Cette crise, elle est fondamentalement liée en grande partie aujourd'hui à une baisse des gains de productivité. Les gains de productivité sont réduits à très peu de choses. Moins de 20% en France. Bon. Du coup, comment rentabiliser des capitaux qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'investir? Il n'y a pas 25 milliards de solutions. On peut soit développer, se délocaliser géographiquement, mais à part l'Afrique, il n'y a plus beaucoup de pays qui ne sont pas encore complètement industrialisés, modernes, etc. Soit développer des nouveaux secteurs. Alors, les nouveaux secteurs, ils sont bien connus. Hein. Il y a l'éducation, plus privatisée. Il y a la santé, justement, avec l'industrie pharmaceutique et les virus qui ont beaucoup de secteurs à se développer fortement. Il y a les données personnelles, l'ensemble des réseaux sociaux, c'est un marché absolument extraordinaire. Et puis il y a les loisirs. Les loisirs, c'est fondamentalement un temps qui d'habitude n'est pas consacré à la production, qui n'est pas fait pour générer un profit quelconque. Mais c'est une masse tellement énorme d'individus. L'industrie des loisirs, aujourd'hui, elle se développe de partout, elle se développe dans toutes les activités. Depuis 20 ans, 30 ans en France, et dans tous les pays du monde, on assiste à une floraison de nouveaux métiers, des brevets d'État de toutes sortes, qui font en fait, qui visent à encadrer les gens, qui visent à transformer donc le pratiquant, non pas en acteur de son activité, mais en consommateur d'un service qu'on lui vend. La carte bleue a remplacé la licence sportive dans la majorité de la population. Et il me semble qu'il faut prendre l'ensemble de tous ces deux ensemble, et c'est l'économie. C'est pas du tout seulement. Évidemment, si on dit économie, c'est juste l'activité des entreprises de foot, ça n'explique rien du tout. Mais pour rebondir sur ce que Michel disait, le côté je sponsorise un club, mais après je demande une musique polluante, bah oui, donc on est bien dans l'économie. C'est pas par hasard qu'il prend de l'heure dans un club de foot, c'est pour avoir l'autorisation éventuellement de développer une activité industrielle un petit peu plus tard. Bon. Donc on est en plein dans l'économie, et je pense que justement le développement actuel de l'économie, il explique beaucoup du développement de cette activité sportive de loisirs dans un sens très marchand. Dans un sens très marchand. Il me semble une chose à apporter comme élément de réponse, et pour ajouter à ce qui a été dit. Moi, je peux vous citer le dernier rapport du ministère des Sports sur la question le lien entre activité sportive du quotidien et retombées économiques. Le chiffre que j'ai retenu, c'est si vous mettez au sport 1 million de personnes sédentaires, il y a à minima 250 millions d'euros d'économies réalisées en matière de dépenses de santé publique, de lutte contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires et autres. Donc voilà, 1 million de personnes sédentaires en activité, c'est à minima 250 millions d'euros d'économisés par an. C'est le chiffre du ministère. Voilà. Je crois qu'il est déjà 19h30. Ah non, encore 5 minutes si vous avez des questions. On va avoir une question, une réaction. Juste en réaction à des propos de Michel et Gilles, mais surtout de Michel, si tu cherches mes deux articles les moins souvent cités en économie du sport, tu tomberas sur un article sur l'industrie des articles de sport qui inspirait ta thésarde Anna Gerke, et deuxièmement, un article sur le commerce international des articles de sport, ce qui, d'une certaine façon, complète et confirme tes propos. Merci. Votre réaction? Oui. Voilà. Faire du sport. Mais pas comme ça. C'est un piège, par exemple, l'économique. Oui, j'aurais aimé, mais bon, probablement il faut encore une heure pour qu'il y ait peut-être une typologie un petit peu plus précise
des différents sports qui peuvent être appréhendés du point de vue économique ou du point de vue financier. Le titre, c'est Finance et sport au pluriel. J'ai l'impression qu'une bonne partie de ce qui a été dit aujourd'hui est destiné à caractériser le sport en général, mais quand même avec un fort biais qui sont des sports collectifs tels que le football, le basket, etc. etc. Et ma question, c'était, et c'est un peu lié à ce qu'évoquait Gilles Rotillon tout à l'heure, on voit bien que dès l'instant où on introduit dans la discussion non plus simplement le sport professionnel, mais les activités sportives des citoyens, des gens qui tous les jours marchent, courent, etc. etc. Bon, ça s'élargit beaucoup. Quand même, je voudrais savoir si c'est possible de faire une typologie des sports selon la dimension sport-co ou individuelle, selon la dimension forte technologie ou au contraire pas beaucoup de technologie, et qui donnerait à penser qu'en réalité, il n'y a pas un modèle général qui peut être éventuellement décliné selon les pays, États-Unis, Europe, mais qu'il y aura en réalité plusieurs modèles. Juste pour donner un exemple, ce week-end, il y avait les 24 heures du Mans. Bon, sport mécanique, il est clair qu'il y a très peu de gens qui pratiquent le sport mécanique. Il y avait 300 000 personnes au Mans, et là, on peut dire immédiatement, quand on économise, ben oui, d'accord, chacun a une bagnole, et donc on voit bien pourquoi il est important pour des grandes firmes automobiles comme Toyota, comme Porsche, etc., de contrôler ce qui se passe dans le sport automobile pour pouvoir ensuite, en aval, vendre des voitures. Bon, ça c'est un exemple extrême, et personne n'ira dire que conduire sa voiture est une activité sportive. Donc là, il y a un type de modèle qui ne me semble pas réductible à ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est ni le modèle des sports collectifs qui sont en gros des supports de spectacles télévisuels, etc., où on est dans son fauteuil, c'est de pas tomber, et on regarde sa télé. Donc ça, c'est un certain type de rapport avec l'économie du sport, mais enfin, le sport automobile, c'est un autre type de rapport complètement différent. Ce qu'évoquait tout à l'heure Rotillon, l'escalade ou la course à pied, quelqu'un qui achète des godasses, etc., c'est encore, ou un vélo, comme tu l'évoquais, Vladimir, tu reconnais bien là, bon, c'est encore autre chose. Voilà, il me semble qu'il y aurait peut-être besoin d'avoir une typologie un peu plus précise pour dire, voilà, pour tel type de sport, on a tel modèle, et puis bon, je suis économiste, j'aime bien avoir des choses carrées. Hein, bon, ça peut-être un peu trop théorique, mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ça, et pas une espèce de grande vision qui est susceptible de s'appliquer au sport avec un grand S. Est-ce que l'historien pourrait... Alors, l'historien peut essayer de proposer. Je propose de revenir au jeu de 1900, l'exposition universelle. Au programme, il y avait le tir au canon, les compétitions de camions, le tennis, la gymnastique, etc. Donc, il y avait tous les sports déjà qui avaient une dimension plus ou moins économique, bien évidemment. Il me semble que ce qui a joué au départ, ce sont les sports qui ont voulu garder une éthique amateur pour des raisons sociales, des raisons d'exclusion des classes populaires, et donc des sports qui pendant très longtemps n'avaient pas véritablement cette dimension économique dans le sens d'un spectacle que on veut promouvoir et à partir duquel on peut faire produire de la valeur, soit avec les recettes, soit dans la presse. Donc parmi ceux-ci, il y a quels sports? Il y a le tennis, quoique, parce qu'il y a eu un circuit professionnel assez tôt, mais enfin, et jusqu'à l'ère européenne, les grands internationaux de tennis étaient soi-disant amateurs. Il y a l'athlétisme, qui était aussi fortement lié aussi à l'armée. Hein. Donc tous les sports de base, athlétisme, natation, etc., qui étaient amateurs en raison de la volonté des dirigeants des fédérations internationales, aussi des États. Je rappelle que quand on veut une grande politique sportive, pourquoi pas, mais les premières grandes politiques sportives, elles ont été lancées par les États totalitaires, les États fascistes, communistes, qui ont voulu faire marcher, courir, grimper
etc. Donc on peut aussi se poser la question finalement de ce type d'élan et de sa fonction. Donc il y a ces sports-là, et puis il y a les sports évidemment qui sont immédiatement liés à quelque chose. C'est évidemment tous les équipementiers, le vélo, l'automobile, le football notamment, eh bien ont une dimension économique parce qu'ils servent à promouvoir évidemment soit des équipements, le cyclisme, c'est une vaste industrie avant 14. L'automobile, 24 heures dimanche, ça commence en 23 si je me trompe. Et le but des 24 heures dimanche, c'est d'abord promouvoir le progrès technique automobile et promouvoir les marques de phare, toute l'histoire du progrès technologique dans l'automobile passe par les 24 heures dimanche. Les freins à disque, par exemple, dans les années 50. Le football est un vecteur aussi de la consommation. Souvent, les présidents de club, par exemple, Torino à Turin, c'est Cinzano, le producteur d'apéritifs, etc. Donc la grande division, d'abord, il me semble, c'est ceux qui veulent rester amateurs, ceux qui deviennent vite professionnels, parce qu'ils sont liés aussi à des milieux professionnels qui s'investissent pour diverses raisons. Sous le fascisme, les patrons, ils sont souvent obligés par le secrétaire fédéral local à investir dans le club local, et puis ils ont une hâte, c'est revendre les joueurs pour récupérer leur mise initiale. Et puis, il me semble que depuis les années, en gros, pour dire début des années 80, les Jeux de Los Angeles 84, ce sont ceux qui admettent les professionnels pour la première fois. Et donc, il y a un vaste mouvement d'unification. Et finalement, aujourd'hui, tous ces sports, il me semble qu'il n'y en a pas qui échappent à ça, peut-être le pentathlon, et encore, ils ont une dimension économique qui est forte. Mais c'est quelque chose aussi, alors, Vladimir a évoqué justement tout l'aspect économique qui était provoqué par la pratique de base. Eh bien, ça commence très tôt dans les années 30 et crée la FIFA, c'est pas la FIFA. La FIFA, c'est la fédération des fabricants d'articles de sport en France. Donc, il y a des marques comme Ours qui ont disparu, mais qui étaient des grandes marques, qui fabriquaient d'ailleurs aussi du matériel pour l'alpinisme. Hungaria, etc., qui essaient de se regrouper pour défendre leurs droits et qui tablaient sur quoi? Sur une progression de la pratique justement individuelle et de ce marché. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je vais donner la parole à l'historien. Mais aussi, juste un élément de tout le sport, en fait, c'est aussi distinguer le sport masculin, le sport féminin dans cette catégorisation. Et c'est vrai qu'on a porté rigueur, qu'on a une tablée intégralement masculine, et je tenais aussi à rappeler que dans le sport, il y a aussi le sport féminin, c'est quand même la moitié de la population. Donc, il est normal, j'imagine qu'il y a un autre modèle dans le cas du sport féminin. Alors, Guilain, je reconnais bien ton besoin de logique que je partage d'ailleurs, et c'est pourquoi je vais te raconter l'histoire des typologies économiques des sports. On a 3 heures. Bon, alors d'abord, il y a plein de classifications de typologies des sports. Dans le RAC de 3, olympique, non olympique, par exemple, individuel, duel, sport d'équipe. Duel, c'est l'escrime, la lutte, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sport instrumenté, pas instrumenté, ça c'est une typologie non faite, notamment pour tester le commerce international d'articles de sport. On voit qu'il y a une énorme valeur ajoutée sur les sports dits instrumentés, c'est-à-dire les sports qui utilisent des instruments sophistiqués qui vont de la bicyclette à la Formule 1, ce que tu veux. Et puis, par contre, le maillot de bain, ça va. Pas bon, pas de grosse valeur ajoutée pour la Formule 1. Bon, tu vois, il y a des typologies, mais surtout, ceux qui se sont empaillés énormément sur les typologies des sports, ce sont les sociologues. Alors moi, j'ai essayé d'éviter de mettre mes pieds là-dedans, parce que là, c'est des luttes idéologiques de Chapelle, etc. Oui, il y en a, lui, il en connaît plus que moi là-dessus. Alors, il y a eu quand même une tentative en 2000, quand on avait une ministre des Sports communiste, Marie-Georges Buffet, qui est estimée par beaucoup comme l'une des 2 meilleures ministres des Sports qu'on a eu, l'autre étant Jean-François Lamour, d'obédience politique complètement différente. Voilà. Bon. Mais moi, j'ai travaillé avec le cabinet de Marie-Georges Buffet, et on a lancé, ça a duré pendant 2 ans, un travail qui a consisté à créer ce qu'on appelle la NAPS, la nomenclature des activités physiques et sportives. Et nous étions, pour la plupart, il y avait des gens du sport,
il y a quelques sociologues, mais il y a quand même quelques économistes dans le groupe, et il y avait des statisticiens de l'INSEE. Et le modèle qui nous linait, il nous linait à l'INSEE, on leur donnait des idées, etc. On a sorti une nomenclature en 13 postes, un peu comme une compta comme une comptabilité nationale du sport. Alors, je ne vais pas embêter tout le monde avec les 13 postes, etc. Mais on avait des critères du genre nombre de licences, budget des fédérations, est-ce que c'est un sport instrumenté ou pas, est-ce que c'est un duel ou un sport d'équipe. Enfin, on avait une batterie de critères et on moulinait ça sur un modèle qui hiérarchique, peu importe, une typologie hiérarchique. Voilà, donc ça existait. Il y a même eu quelques articles publiés sur la base de cette NAPS, un sur la répartition du marché des articles de sport selon les 13 types de sport. Donc ça a été fait par quelqu'un de l'INSEE qui travaillait au ministère des Sports. Donc, malheureusement pour eux, pour cette tentative, en 2007, il y a eu une présidence autrichienne de l'Union européenne qui a dit « Ah non, 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 nous, on a un truc beaucoup mieux qui s'appelle le compte satellite du sport. » Donc, ils ont réussi à imposer ça. Donc, depuis, on fait des comptes satellites européens du sport. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais si vous avez des questions, je vais bien en parler. Et donc, ce projet de nomenclature est tombé dans ce boisseau. Alors, dernière remarque, il y a aussi une typologie théorique des sports que, en tant qu'économiste, tu peux apprécier ou pas. Bon, les sports d'équipe professionnels nord-américains, transposés d'ailleurs au sport européen, sont des modèles valraciens ou néo-valraciens. Okay. Pour les sports individuels, ça ne marche absolument pas. La théorie qui marche s'appelle la théorie des tournois, qui est une sous-variante de la théorie des jeux. Ce sont des jeux un peu partout. Voilà. Et donc, les théories sur les sports individuels sont des théories de tournois. Ça s'inscrit dans la théorie du jeu, alors que les ligues, c'est de la théorie néoclassique standard. Merci. Merci à la PSE pour l'organisation de cette conférence. Merci à la revue d'économie financière pour la publication de ce nouveau numéro dédié au sport et à la finance du sport. Merci Lucas Rouvel d'avoir organisé cette table ronde. Merci Michel Desbordes pour vos interventions. Merci Gilles Rothillon pour de même vos interventions pertinentes sur la question des enjeux climatiques et environnementaux dans le sport. Merci Vladimir Andreev pour toutes vos remarques et pour tout. Merci Paul Tichy pour vos remarques et pour vos références historiques. Merci à toutes et à tous.